Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors que les plateformes vampirisent les salles obscures et que les superproductions tentent de mettre la main sur tout un art, un petit podcast, mené par deux fervents rebelles, tente de répandre de toute sa force son amour du cinéma. Tels deux chevaliers Jedi, armés de leur micro en guise de sabre laser, ils n'hésitent jamais à porter au nu leurs films favoris et à se battre corps et âme contre ceux qu'ils jugent de piètre qualité. C'est ainsi qu'après plus de 40 épisodes, menés aux quatre coins du 7e art, nos deux amis se retrouvent finalement devant le plus grand antagoniste qu'ils n'aient jamais affronté. Ils s'apprêtent cette fois à croiser la route de la plus grande saga de tous les temps, celle qui a bouleversé l'industrie et entraîné avec elle pendant des décennies des millions de fans à travers le monde. Star Wars. Mais nos deux héros ont décidé de ne pas se rendre la tâche facile et de s'attaquer à ce qui est sans doute l'épisode le plus controversé de toute la saga. Alors seront-ils de taille pour faire face à l'empereur Rian Johnson ? Parviendront-ils à allumer l'étincelle d'espoir au cœur de cette obscure postologie Disney ? Une chose est certaine, le combat s'annonce rude et intense et nos deux chevaliers Jedi devront faire preuve d'un grand courage pour venir à bout de cet ennemi légendaire. May the Force be with you. Non, vous ne rêvez pas, le grand moment est enfin arrivé. Il est temps pour nous de nous attaquer à la plus grande légende de l'histoire du cinéma moderne. Et pour cela, mon acolyte Bastian Kenobi et moi-même avons choisi d'affronter la plus grande menace de cet univers, Rian Johnson. Aïe aïe aïe. Celui qui a fait frémir jusqu'à Mark Hamill, Jedi le plus emblématique de la saga. Celui qui a allègrement marché sur le travail de son prédécesseur à coup de changements de direction scénaristique puérils. Celui qui a envoyé dans le mur une post-logie à peine née et sous les applaudissements de Kathleen Kennedy, patronne de Star Wars chez Disney, qui s'avère aussi diabolique que son apprenti. La légende raconte que c'est même elle qui aurait rebranché Palpatine entre l'épisode 8 et l'épisode 9 pour terminer d'achever J.J. Abrams, juste avant de le rappeler pour le sommet de terminer la trilogie. Oui, définitivement, Johnson et Kennedy sont bien de véritables seigneurs Sith, peut-être même les plus puissants qui n'aient jamais été créés. Mais il est trop tard pour reculer. Comme vous l'aurez compris, nous nous apprêtons à croiser le sabre avec Star Wars épisode 8, The Last Jedi. Et le combat s'annonce extrêmement difficile. Oh oui. À vrai dire, je ne sais pas où tout cela nous mènera et j'ai un mauvais pressentiment. Alors, je n'aurai qu'une seule phrase pour nous donner du courage. Que la force soit avec nous. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien après un édito extraordinaire comme ça. Je te disais juste avant l'épisode, putain, j'aurais bien aimé écrire l'édito sur Star Wars 8, mais je n'aurais absolument pas fait mieux. J'aurais fait un truc beaucoup moins bien. C'était exceptionnel, Bravo, mon apprenti. Eh ben, merci. Et pour commencer, je vais évidemment faire un gros bisou à ma sœur qui a fait... J'ai reconnu, j'étais pas sûr. Qui a enregistré ce truc hier soir à 22h parce que je suis un frère qui lui a demandé ça au dernier moment. Sophie. Donc ma sœur d'amour, je t'aime. Merci pour ce travail incroyable et pour cette bande-annonce merveilleuse. Elle m'a demandé de te filmer pour voir ta réaction. J'ai eu bien du mal à le faire. Le plan est terrifiant. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du cinéma, on est là pour en parler. Exactement. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui risque d'être fort, d'être intense. Wow, c'est dire. Wow. Puisqu'on va parler de Star Wars 8, The Last Jedi, et les problèmes vont commencer dès le titre, disons-le, puisque ce film a été traduit en France par Les Derniers Jedi, comme dans tout un tas de pays, et Rian Johnson a expliqué plusieurs fois après que le titre aurait dû être
le dernier Jedi, puisque le titre portait sur Luke Skywalker, et donc ça commence avec une erreur dès le titre, et je trouve que ça résume parfaitement ce qu'est ce film et ce qu'est ce réalisateur en tout cas. Pour cette saga. Pour ce film en tout cas. Donc vous l'aurez compris, ça a été écrit et réalisé par Rian Johnson. Il est le seul au scénario quand même. Alors on imagine qu'il y a eu une équipe Disney derrière, quoi. Mais c'est quand même lui qui a écrit entièrement le script. À la musique, on retrouve évidemment John Williams. C'est un film qui est sorti le 13 décembre 2017, soit 2 ans après The Force Awakens, qui était sorti en 2015, qui marquait le retour de Star Wars au cinéma après le rachat par Disney. Du coup, je me demande si Elodie serait pas un peu un senior Sith. Le 13 décembre, c'est son anniversaire. Ah, ça expliquerait la femme de ménage et compagnie. Est-elle de mèche Est-elle de mèche avec Sidious? Bon, en tout cas, le film dure 152 minutes. Il a été fait avec un budget estimé entre 200 et 220 millions de dollars. Là, on les voit, là, pour le coup. Ah oui, là, on les voit. Pour un box-office, accrochez-vous, de 1,33 milliard de dollars. Un petit échec, quoi. Voilà, un petit échec, ce qui n'est pas une surprise, on s'en doute. Au casting, on retrouve Daisy Ridley, qui était déjà là dans l'épisode 7. Mark Hamill, je l'ai dit, qui reprend son rôle de Luke Skywalker et qui va, contrairement à l'épisode 7, jouer plus de 10 secondes. Adam Driver pour Kylo Ren. Et puis, quelques autres, et notamment Carrie Fisher, qui est décédée... peu de temps après le tournage. Il me semble, ouais, bien sûr. En tout cas, elle est décédée à cette période-là, donc c'était... il y avait vraiment une grosse attente autour de son personnage. Là aussi, on va en reparler. On retrouve John Boyega pour Finn, Oscar Isaac pour Poe Dameron, Andy Serkis qui est toujours la motion capture de Snoke, parce qu'il est spécialiste des motion capture au cinéma. Je crois que tu allais dire qui est toujours la motion capture. non, mais il a quand même fait... il a fait Gollum, quoi. Gollum, je veux dire, il a fait. Je crois que c'est lui qui prête ses traits, en termes de motion capture, à King Kong dans le film de Peter Jackson, et qui prête ses traits à César dans la relecture moderne de la planète des singes. Il me semble que tu as raison. Et enfin, Laura Dern, qui incarne la vice-amirale Holdo, dont on parlera également beaucoup tout à l'heure. Sacré Laura Dern. On va commencer par un petit point récompense et nomination. J'aime bien faire ça, et je me suis rendu compte que ce film avait reçu pas mal de nominations aux Oscars, pour la musique, évidemment pour les effets visuels, pour le montage sonore et pour le mixage son. Mais il n'a rien gagné. Aucune récompense. Et j'ai fait une recherche. Franchement, il n'a pas du tout gagné de prix notable. Est-ce que les autres, ils ont vraiment gagné, genre Le Réveil de la Force, le 7 Non. Ou le 9, après tout. on va faire un seul épisode à la fois. Mais en tout cas, voilà, le film n'a pas reçu de récompense. Mais il a quand même été nommé, et notamment pour le meilleur visuel, ce qui me semble logique. Très logique. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Il faut savoir donc que Rian Johnson a pris la suite de J.J. Abrams, je l'ai évoqué dans l'édito, qui avait réalisé l'épisode 7. Épisode 7 qui avait été un carton, qui avait été plutôt bien reçu par la critique, même si... C'était 2 ans avant, 2015. C'était 2015, même si à l'époque, on lui avait fait le reproche d'être un espèce de copier-coller dans le narratif de Star Wars 4. Ce qui est un reproche très recevable, si je puis me permettre. Ce qui est tout à fait recevable. Donc c'est vrai qu'il reprenait beaucoup des codes de la saga originale, il s'éloignait de la postlogie, qui avait été très controversée. Non, de la prélogie. De la prélogie, pardon, tu as raison, qui avait été assez contesté par la critique, mais il n'inventait pas grand-chose de nouveau. Cependant, le film avait plutôt très bien marché d'un point de vue des chiffres, et plutôt bien reçu globalement par le public. À l'époque, il y avait une idée que c'était pas mal, quoi. C'était le retour de Star Wars au cinéma, fan, pas fan, aficionado ou pas, tu pouvais pas passer à côté. Et puis là, c'était la 3e génération de films, tu dois réconcilier tout le monde, quoi. Exactement. Et donc, pour le 2e film, on a fait appel à Rian. On lui pardonnait, du coup, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on lui a pardonné ce côté je suis déjà d'accord. Vu, moi, je lui ai largement pardonné à J.J. Abrams. Et puis, c'était pas surprenant venant de lui. Quand on voit ce qu'il a fait de Star Trek, quand on voit un peu la filmo de J.J. Abrams. C'est pour ça qu'il a été choisi. Il a été choisi pour ça. Il y avait, on va pas parler de Star Wars 7 aujourd'hui, mais moi en tout cas, j'en étais sorti plutôt satisfait à l'époque. Et donc, on a choisi Rian Johnson pour l'épisode 8. Et à l'époque, c'était Colin Trevorrow qui devait faire l'épisode 9, qui entre-temps a été renvoyé par Disney et remplacé. L'épisode 9 ou l'épisode 8 ? L'épisode 9. D'accord, ok. Et il a finalement été remplacé à la dernière minute par J.J. Abrams, qui a dû revenir pour finir la saga. Ça aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais du coup, Rian Johnson, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a eu carte blanche pour faire ce film. Oui, c'est-à-dire qu'on lui a dit, écoute, voilà, tu vas faire Star Wars 8, voilà une feuille blanche, un stylo, et raconte ce que tu veux. Ce qui en fait un film assez étrange, parce que
on pourrait imaginer que c'est des films de commande, d'ultra grosse prod. Il y a une énorme prod, mais en fait, il a eu une vraie liberté créative, ce qui lui a permis de faire des choses dont on va parler dans ce film, qui ont fait que ce film a beaucoup fait parler. Et notamment, il a fait des choses qui ont mis en colère un certain nombre de gens, à commencer par Mark Hamill, qui s'est répandu dans des dizaines d'interviews que je vous invite à aller voir sur YouTube, c'est merveilleux, dans lesquels il explique avec toute sa bonhomie qu'il déteste l'écriture de son personnage dans Star Wars 8 et il revendique être totalement en désaccord avec ce qu'en a fait Rian Johnson, et c'est vraiment très drôle à regarder parce que en fait il a fait ça pendant la promo du film, c'est-à-dire que le gars est allé en disant j'aime pas, ça me plaît pas. Mais c'est marrant parce que il dit ça, mais putain, il dit ça après avoir tourné le film et il s'en est pas rendu compte sur le moment Alors je pense qu'il s'en est rendu compte sur le moment, mais je pense qu'il était très content de le faire pour tout un tas de raisons, notamment pécuniaires sans doute, parce que j'imagine qu'il a pris un chèque au passage. Après pécuniaire, mais comme tu dis, plusieurs raisons. Je pense que Mark Hamill, c'est quand même un mec qui aime être reconnu dans cette pop culture et compagnie. Oui, je pense qu'il aime ce personnage. Mais je suis totalement d'accord, et je pense qu'il avait signé de faire Star Wars 8 avant même d'avoir lu le scénario. Enfin, c'est sûr. Moi j'ai vu qu'il avait marqué, il a dit qu'il respectait quand même Johnson et qu'il n'y avait pas d'animosité entre les deux. Non, apparemment. mais je pense juste qu'il n'aime pas la vision du personnage. Exactement, il y a un problème de vision. On est passé à côté d'un Perceval Gate. Ah, T'imagines un peu T'imagines un peu oui, c'est pas faux. Ça aurait pu. Mais en fait, ce qui est assez drôle, rétrospectivement, c'est de voir à quel point il a vraiment expliqué en long, en large, en travers. Oui, c'est vrai que je me souviens, il avait fait beaucoup de et que de en fait, on pouvait pas l'empêcher de le faire parce qu'il est tellement au cœur du projet Star Wars et de cette postlogie que le gars dit ce qu'il veut. Et c'était assez jouissif de voir ce truc-là. On l'a dit, c'est la dernière apparition de Carrie Fisher. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Elle est décédée en décembre 2016, donc un an avant. Ce qui veut dire que ils ont utilisé. Je pense que le tournage n'était pas totalement fini. Et donc, c'était aussi un des enjeux de ce film-là, c'est que ce film devait être le dernier film avec Carrie Fisher. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été imaginé. Et on s'attendait tous à ce que dans l'épisode 8, Carrie Fisher et son personnage de Leia meurent puisque la comédienne était décédée. Il faut savoir que pour ce film-là, il n'y a aucune image de synthèse qui a été utilisée. On a uniquement pris des images qui ont été tournées oui, tu veux dire de l'actrice, elle n'a pas été remplacée par une doublure numérique ou quoi que ce soit. Ouais. Oui, t'as raison, je n'ai pas précisé, c'était pas clair. Donc, c'est uniquement des plans d'elle qui datent de l'épisode 8 et certains du 7. Ils ont été reprendre certaines choses pour l'intégrer dans le récit. Et là aussi, finalement, Rian Johnson a fait un choix. Il a fait un choix. Il a fait. Exactement. Et là aussi, ça a beaucoup fait parler. Mais vous allez voir que je vais souvent dire ça. Hein. Ça a vraiment beaucoup. De toute façon, l'épisode 8, je crois que c'est celui qui a fait. J'ai jamais entendu un. Je me souviens pas de la prélogie. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un film Star Wars qui est autant divisé, quoi. La prélogie, il y avait un côté où les fans de la première heure avaient été déçus parce que le film était résolument tourné, en tout cas le premier, pour un public plus large et plus jeune. Et surtout parce que Lucas, il voulait raconter ce qui se passait avant. Personne ne voulait voir à l'époque, en tout cas dans les grands fans, pas beaucoup voulaient voir la jeunesse de Dark Vador et surtout n'imaginez pas qu'on verrait un gamin puis un ado. Je pense c'est ça qui a été reproché. Aussi le côté, je sais qu'il y a eu le côté aussi avec les midi-chloriens qui ont été beaucoup reprochés. Il avait, et puis les films étaient beaucoup plus politiques, il se passait quand même moins de choses dans ces films-là. Il y avait vraiment un aspect de montée d'un régime totalitaire. C'était ça. Oui, ça racontait pas la même chose, c'est sûr. Mais effectivement, la postlogie, alors c'est fait par Disney aussi, donc ça va avec tout ce que ça implique. Dès que Disney fait quelque chose aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a quand même une méfiance générale. Avant même que de savoir si c'est bien ou pas bien, quand on sait que Disney met les mains quelque part, parfois on est un peu inquiet du résultat. Et pour Star Wars, je me souviens quand la vente s'est faite, il y avait une espèce d'inquiétude générale. Alors Disney va ruiner Star Wars. Le nombre de mèmes qu'il y avait eu avec Mickey qui serre la main de Lucas. Mais bien sûr, c'était une image assez incroyable. J'ai dit que le film durait 152 minutes. C'est tout simplement l'épisode le plus long de la saga principale. Ouais. Et ça aussi, on le voit et on le sent. L'épisode s'étire vraiment à certains moments. On aura l'occasion d'y revenir. Il fait 2h30. Ouais. Il fait 2h32. 2h32, exactement. Et puis, deux petits trucs sur lesquels je voudrais finir. Je l'ai dit, donc ce film s'inscrit dans une trilogie. C'est le deuxième volet. Il a un rôle essentiel. C'est l'épisode pivot. Et évidemment, si on compare à Star Wars,
on va le comparer à là où était l'épisode 5, qui L'Empire est contre-attaque. pour beaucoup de gens le meilleur épisode Star Wars jamais réalisé, même si on peut en débattre, mais il y a en tout cas un consensus sur le fait que ce film est excellent. Est fou, ouais, c'est clair. Et du coup, le film devait servir de rampe de lancement au 3e et devait quand même apporter une continuité. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Rian Johnson a eu une carte blanche totale et il a expliqué lui-même après coup que, par exemple, le personnage de Snoke, il n'avait pas du tout de background imaginé dans l'épisode 7. Et en fait, avant de rentrer dans le film, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, moi, je pense que le vrai sujet que pose Star Wars 8 et plus largement la trilogie Disney, c'est comment est-ce qu'on fabrique une trilogie sans avoir une idée générale au départ. Ah mais clairement, tu l'as dit, il n'y a aucun plan narratif global pour cette postlogie. Clairement. Et c'est terrifiant. Alors après, je te dis encore une fois, moi j'ai jamais été un fan de la première heure. J'ai mis du temps avant de voir les films de la prélogie. Parce que c'est un peu les Disney, lapsus, les Star Wars de notre génération. Mais oui, mais ça se sent à quel point. Et puis surtout quand tu vois la gueule de l'épisode 9. Mais waouh. Mais waouh. Après, le 8... Et puis, alors, je pense que le 8 a aussi énormément divisé et il y a eu un retentissement d'autant plus grand que il sort en 2017. On est quand même vraiment dans les réseaux sociaux, dans ces trucs-là. C'était pas encore trop le cas au début des années 2000. Je sais pas à quel point les films de la prélogie auraient il y aurait eu autant de choses dites autour de ça, parce que là, il y a un problème aussi avec la fandom, la fanbase de Star Wars en général, des nouveaux, des anciens, de ceux du milieu. Enfin, voilà. Et puis, même au-delà du plan narratif global, Disney, ils ont annoncé en grande pompe vouloir faire tout un univers étendu, mais en crachant, si je dis pas de conneries, tu me coupes si je me trompe, en crachant sur tout l'univers étendu des fans que Lucas lui-même gardait. Oui, tu vois. Effectivement, pendant un temps, Disney a dit ça c'est canon, ça c'est pas canon. Voilà, ils ont exclu plein de choses de l'univers étendu. Et puis surtout, Disney a, pendant longtemps, vraiment mis en arrière et rendu invisible la prélogie. Il y avait une idée que la prélogie, elle n'avait pas plu aux gens, donc on n'en parlait pas. On faisait référence vraiment au Star Wars, alors que la prélogie, elle existe. Enfin, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Ils ont mis vraiment du temps à l'intégrer, eux, dans leur narratif. C'est un peu plus le cas maintenant, mais dans les premiers films, quand Disney est arrivé, la prélogie, c'est un truc qui avait l'air de n'avoir jamais existé dans leur idée. Mais clairement. Donc oui, non, ça se sent et ça participe au film. Quand on parlera de nos attentes du choix, des trucs comme ça, je pourrais t'en parler un peu plus. Mais... Non, mais tu fais la transition. Moi, quelles étaient, toi, tes attentes quand tu as vu Star Wars 8 la première fois? Je me rappelle pas quel était ton avis sur le 7 déjà, donc ça peut être intéressant de contextualiser. Vas-y, on va contextualiser. Moi, vas-y. Et du coup, non, mais quelles étaient tes attentes et quelle a été ta réception du film? Justement, c'est intéressant parce que moi, je le redis, j'ai jamais été un grand fan de Star Wars, même si j'ai beaucoup regardé le 4, 5, 6, la trilogie originale. J'avais le petit coffret, machin, que depuis j'ai donné à Emmerich, puisque c'est un grand passionné de Star Wars. Et d'ailleurs, je suis obligé de faire une petite parenthèse parce qu'il va m'en vouloir tellement de ne pas l'avoir invité sur cet épisode. Donc voilà, je te fais des bisous. On a 9 films, ça va. Il y en aura d'autres. Mais disons que du coup, moi c'était vraiment le 4, 5, 6, le 1, 2, 3, je suis passé mais complètement à côté. Moi je me souviens, les copains de l'époque, machin, notamment Sébastien, il était à fond dedans, notamment sur le troisième film, qu'on a revu pour la ressortie là, il y a quelques mois. Et voilà, j'ai mis du temps avant d'être vraiment dedans. Et j'ai beaucoup aimé la prélogie, du coup, tu vois. Donc voilà, et donc pour contextualiser l'épisode 7 à l'époque, quand il sort, vas-y, en grande pompe, on va au Grand Rex, avec Emmerich, les copains de la fac. Et alors, petite anecdote amusante, enfin pas amusante sur le moment, c'est que quand on est dans la comment on appelle ça ? Dans la file d'attente. Dans la file d'attente, voilà, on a une de nos camarades qui reçoit un message d'un autre camarade qui lui avait déjà vu le film et qui dit Han Solo il meurt à la fin. Voilà. Donc du coup, réaction, elle le lit à tout le monde à voix haute. Donc déjà en plus on a dû gâcher la fin à d'autres gens aussi.
Et bref, voilà, ça m'a complètement pété le film, ça, mais c'est pas grave. C'est et marrant parce que j'ai vécu le même truc que toi par un autre canal. Moi, j'attendais vraiment beaucoup ce film et un Ouais. pote est allé le voir et il m'a envoyé un message en étant persuadé que je l'avais vu le même jour que lui. Ah oui, Et en fait, je l'ai vu le lendemain et du coup, le matin, j'ouvre mes messages et il m'a spoilé la même chose. Oh putain. Et c'est du pas coup, possible. il m'a envoyé un message avec ça et après, il y avait 40 messages en dessous. Ne lis pas. Bah, c'est trop tard. Donc, oui, parce qu'il n'y avait pas encore le supprimé pour tout le monde. Exactement. Absolument. Belle invention depuis. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, donc du coup, malgré ce spoil, moi, le film, le 7, je l'avais bien reçu, je l'avais passé un très bon moment. Et puis bon, sur le grand large, l'écran du Grand Rex, tout de suite, ça prend une autre dimension, on va dire. Mais pour l'épisode 8, ah oui, en plus, si, deuxième anecdote sur le 7 quand même, parce que c'est difficile de parler du 8 sans parler du 7, effectivement, un peu quand même. Deuxième anecdote, on sort du film et donc Emery, qui est un autre camarade qui lui aussi était un grand fan de Star Wars. D'ailleurs, ils avaient fait un dossier pour la fac sur la saga. Et les deux se sont pris la tête, alors qu'ils étaient super potes. Ils se sont pris la tête parce que d'un côté, il y avait Emery qui était plutôt dans le positif, dans ce qu'il a aimé, machin, il est trop heureux dans ça. Et l'autre dit ouais, ils ont tué Star Wars, ouais, c'est l'épisode 4. Et le mec était parti en couille. Bon, bref, il y avait une sacrée embrouille. Et C'est bien Star Wars. Ça. c'est ça. Donc Elodie en plus qui était un peu en retrait, en mode ouais, mais je les connais pas bien, je les connais pas bien tes potes, mais Ça commence mal. ça commence mal. Je crois qu'elle nous avait rejoint après. et voilà. Mais donc du coup le 8, moi je l'attendais quand même un peu. On est retourné le voir au Grand Rex, en Grand Large. J'ai passé une séance à l'époque incroyable. Voilà, je le dis, ça m'a pris. J'ai adoré. Je l'ai trouvé visuellement fou. En termes de couleurs, en termes de choix de ton, etc. J'ai trouvé ça génial. J'ai ri à l'humour. Voilà. J'ai ri aux blagues. J'étais pris, quoi. Les moments un peu mis en scène qui changeaient, qui... D'un coup, la scène avec le silence, d'un coup, qui te prend dans la salle. Je fais, putain, c'est bien quand même, machin. Et non, j'ai passé une séance folle, j'ai trouvé le film fou et j'ai vraiment été sur un côté, pas attraction, mais presque, quoi. Vraiment, j'ai passé un super moment au cinéma. Et ce film, je l'ai longtemps défendu pour ça et pour les choix qu'il faisait, le fait de faire quelque chose de complètement différent, de remettre en question plein de règles établies déjà dans cet univers. J'ai trouvé que c'était très couillu et que c'était très intéressant et ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu et à l'époque c'est vrai que et pourtant j'étais pas si jeune que ça, enfin j'avais pas de, je veux dire, j'étais pas naïf, mais je pensais pas du tout en termes de globalité. Tu vois, je pensais pas à ce qui va se passer dans l'épisode 9, à ce que ça contredisait de l'épisode 7 ou des trucs comme ça. J'ai passé un super moment. Et longtemps, voilà, je l'ai défendu parce que, pour en revenir à la fanbase, voilà, t'as tout le monde qui gueulait « Oui, le 7, c'est comme le 4 ». Bon, le 8, on fait un truc complètement différent. « Oui, le 8, c'est trop différent de ce que je connais, quoi ». Manche, va regarder la trilogie originale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À un moment donné, arrête de me casser les pieds, quoi. Donc, du coup... Je pense que j'étais de la même manière que le film, le cul entre deux chaises, tu vois. Et finalement, je l'ai quand même rematé une nouvelle fois pour le podcast. Tu sais, tu disais la dernière fois que les films sont ancrés à la période à laquelle tu les vois, ce Bien genre sûr. de choses, et du coup les avis évoluent parce que nous aussi on change et compagnie. Bon, Star Wars 8... Désolé, je remets pas en cause tout ce que j'ai pu dire pour te défendre, mais putain, le fait est qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. C'est terrifiant. L'aspect visuel fonctionne toujours autant. Ça marche très très bien. Moi, la fameuse scène avec le silence d'un coup et compagnie, j'en parlerai dans les scènes marquantes, ça marche toujours. Mais un truc que j'avais bien aimé, le traitement de Leia, là j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi. Et que des trucs comme ça, le fait de se dire mais attends, mais c'est pas possible, les 3 piliers de la trilogie originale, vous avez pas réussi à nous les foutre
ensemble une seule fois. Puis en plus, le film, là, tu le vois avec ce que tu sais de l'épisode 9. Et là, tu te dis, mais bande de trous de balles, mais comment vous pouvez faire des choses pareilles ? C'est pas possible de tuer Star Wars à ce point. Punaise, j'ai jamais été un fan et même moi, je me sens insulté. C'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, j'étais vraiment... J'ai pas été déçu, mais j'étais en mode, mais... Il est monté sur la table, vous le voyez pas mais... Laissez-moi descendre. Non mais, je trouve que c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de passer à côté. Et puis alors, il y a des choses mais qui ne servent à rien. Le film dure 2h32, mais tu peux en enlever 30 minutes. C'est terrifiant. Et pourtant, j'aime pas remarquer ce genre de choses dans ce genre de film parce que je pars du principe que voilà, ça fait du bien des trucs... où tu réfléchis pas, tu te prends pas la tête et voilà, mais là t'es pris un peu pour un con quoi. Et Disney a tué Star Wars en plus depuis. Et là je te dis, c'est avec tout ce qu'on a aujourd'hui, parce que le film il a quand même quelques temps maintenant, et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui de Star Wars, de ce qu'ils ont fait de Star Wars, mais ils en ont fait quelque chose de marvelien avec des séries, des films, des trucs, des machins mais arrêtez, hein. Et ça se sent dans les films. Mais bien sûr. Là, le fait de ne pas avoir de plan narratif global, mais c'est un problème, mais tellement important, mais c'est fou. Comment je suis passé à côté ? Tu vois, à l'époque, c'est terrible. Maintenant, voilà, il y a des choses quand même positives dans le film, je peux pas dire. Mais là, enfin... Je veux dire, tu vois, je regarde ma prise de notes parce que du coup, je me suis même permis de prendre des notes pendant le film, tu vois. Et vraiment, je me dis, mais attends, mais l'humour omniprésent, mais taisez-vous à un moment donné, taisez-vous. Il y a toujours eu un peu d'humour dans les Star Wars, mais là, c'est trop. Là, c'est de l'humour Disney. On te surexplique tout, c'est chiant. Il y a, enfin, Rey, oh là là, Rey, mon Dieu, mais comment c'est possible d'être aussi casse-bonbon ? Pendant 1 heure de film, elle a un dialogue qu'elle te ressort à toutes les sauces. Oui, mais on a besoin des... Enfin, la lignée de Jedi, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, en fait, on a besoin de vous pour la lignée de... Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais arrêtez, mais c'est pas possible, on a compris. Et puis quand elle se bat, elle en fait des caisses, la pauvre Désirée, je l'aime bien, mais là, franchement, très très déçu. Je pense qu'on aura le temps de revenir quand tu feras le résumé, mais j'ai noté tellement de choses, mais voilà, c'est... La relation Ben-Rey, je trouve qu'elle ne fonctionne absolument pas. Et alors, le problème du film, le truc qui ne sert à rien. Moi, je croyais que c'était fini. Non, il y en a encore un peu. Non, je te jure, ma prise de notes, mec. Bref, le truc qui ne sert vraiment à rien, qui n'a aucun impact si tout ce qu'on voit de ce que je vais dire ne se passe pas. Finn et Rose. Oui. Mais ça n'a aucun sens. Oui. Ça n'a aucun impact sur tout le film. Sur tout ce qui se passe dans le film. Et puis j'ai un problème de temporalité aussi. C'est-à-dire qu'ils nous disent ils ont 18 heures de carburant. Par contre, elle passe 3 semaines avec Luke. Et quand elle revient, il reste 2 heures de carburant. Alors peut-être qu'après, dans cette planète, le soleil, les jours sont plus courts. On va dire que c'est ça, c'est Star Wars, il y a plein de planètes et plein de choses. J'arrête parce que je pourrais continuer. Je suis vraiment, mais ça m'a gavé en fait de ressentir ça pendant le film. Là, je me suis dit, waouh, je vois tout ce que les gens ont craché dessus et je le défendais. En fait, je crois que je me faisais l'avocat du diable. Et toi ? Dis-moi tout, parce que là, je vais continuer. Les gens vont se dire, bon, il est gentil, mais Pépère, là, mais il faut qu'il se calme. Vas-y, je t'écoute. Non, mais pour le coup, moi, je suis un peu plus fan de Star Wars que toi. Je suis pas non plus un immense fan, mais j'ai beaucoup aimé la prélogie quand j'étais gamin. J'ai beaucoup aimé les premiers films, parce que je les ai vus assez jeunes aussi. Et moi, j'ai un souvenir, c'est la bande-annonce de Star Wars 7. Je me rappelle très bien la première fois que je l'ai vu un matin, j'habitais à Saint-Denis. C'est celle avec Finn qui pop. Ouais, j'ai ouvert Internet et c'était pendant la Star Wars Convention aux États-Unis, donc c'était de nuit. Et le matin, j'ai vu, et je le dis ça avait rendu fou, ouais. Avec beaucoup d'humilité, encore aujourd'hui, c'est la meilleure bande-annonce que j'ai vue de ma vie. Parce que j'ai jamais autant eu envie de voir un film. D'accord. Vraiment, la bande-annonce du 7, c'était... putain, ça va être bien, quoi. C'est pour le côté événementiel du truc, quand même. Il y avait le côté événementiel, et puis voilà, moi je pense que J.J. Abrams c'était un très bon choix pour faire ça. Et je trouve que le 7, il était très simple, il n'inventait rien, mais il était très efficace. Le 8, du coup, je l'attendais, et à l'époque, je m'intéressais un peu moins, on va dire, à la production qu'aujourd'hui. Et je savais que c'était pas le même réalisateur, mais pour moi c'était inconcevable qu'il n'ait pas un plan. Enfin, je veux dire, c'est Disney, c'est une machine, t'annonces une trilogie, tu sais où tu vas dans la trilogie. Et quand j'ai vu le film la première fois au cinéma, j'ai eu le même effet que toi, c'est-à-dire
un effet waouh. Moi, je maintiens que c'est le film le plus abouti visuellement de toute la saga. Il n'y en a aucun qui est mieux. Même Rogue One, c'est pas mieux. Même les plus récents, c'est pas mieux. Rogue One, niveau visuel, il casse des briques oui, quand même. Hein. Mais je trouve que Star Wars 8, il est au-dessus. Je trouve que Star Wars 8, il a vraiment une patte visuelle qui est incroyable. Rogue One, c'est un très bon film visuellement. C'est un excellent film par ailleurs. Bien sûr, mais Rogue One, il a une vibe dans sa réelle de film de guerre. Ce que n'est pas du tout la grammaire de Star Wars, puisque c'est. Ouais, je trouve qu'il a un côté espionnage et guerre. Je trouve que la réelle, c'est très froid, mais ça marche très très bien. Hein, mais... Non, bien sûr, mais ouais, ok. Mais dans, on va dire, les Star Wars principaux, je trouve que il y a aucun débat, il n'y a pas un autre épisode. Dans les 9 films de la saga Skywalker, qui a été renommé comme ça depuis. Il n'y en a pas un qui s'assoit à sa table pour la réelle. Le problème du film, mais tu l'as bien dit, je ne vais pas tout répéter, mais en fait, moi, j'en veux beaucoup à Disney et à Rian Johnson, du coup, mais surtout à Kathleen Kennedy, qui a récemment été débarquée de Disney. C'est Filoni qui reprend, Dave Filoni, je crois, qui va reprendre la tête du projet. Bon, il était il était dans les mauvais coups aussi. Non, mais il était dans la sphère dirigeante, donc pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Mais vraiment, moi, je comprends pas que on puisse accepter quand on fait un projet qui a une continuité sur 3 films, qui en plus s'inscrit dans une saga aussi grande que ça, qu'on puisse dire à un mec, écoute, tu fais ce que tu veux, y compris ruiner le travail du mec d'avant. Et vraiment, moi, ça me pose un problème, parce que Star Wars 7, il avait plein de défauts, mais Star Wars 7, il ouvrait plein de portes. Toutes les portes sont fermées. Je veux dire, la première séquence, on va y venir, avec Luke Skywalker, c'est un doigt d'honneur au film de J.J. Abrams. J'en ai pas parlé, ouais. Moi, vraiment, ça me pose un problème. Je trouve que il y a de la malveillance, quoi. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Mais d'ailleurs, si tu vois tout le film par ce prisme-là, tu vois que ça. Tu vois genre, non, je veux pas faire comme toi. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vraiment un sujet de voir à quel point il a voulu se démarquer et quelque part dire, regardez, ce que lui, il a fait, c'était nul. Moi, ça va être bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça me pose un vrai problème. Maintenant, tu passes pas un mauvais moment. Il y a énormément de choses dans le film. Il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, c'est tout la contradiction de ce film. Il se passe beaucoup de choses et en même temps, ça traîne du cul. Je veux dire, le film, il dure. Il s'étale sur 2 jours. Putain, on est dans Star Wars, les gars. Enfin, moi, j'ai pas envie de voir. En plus, il y a quand même des trucs ridicules. Logique. Enfin, je veux dire, on est dans Star Wars et on nous parle d'un vaisseau qui a pas d'essence, quoi. Enfin, s'il vous plaît, je veux pas voir ça dans Star Wars. C'est pas ça l'enjeu de Star Wars. Ça peut pas être ça. Effectivement, toute la partie sur Canto Bike, quand ils vont au casino, bah, tu le dis, ça c'est une critique qui revient, on n'invente rien. Ah oui, non, j'invente rien, clairement pas. Ouais. Tout ce segment-là ne sert à rien, puisqu'à l'arrivée, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, ils font rien de ce qui est prévu et ça ne fait avancer personne. Oui, parce que même quand ils s'échappent du truc, c'est même pas grâce à. C'est même pas de leur fait, ils servent à rien. Ça ne sert à rien, pardon. Et pareil, cet arc Finn et Rose se termine de la manière la plus stupide qui soit. Oh là là. Puisque elle empêche Finn de servir à quelque chose dans cette trilogie. Ça, c'est un truc. Tu sais que ça m'a marqué là. Ah non, mais vraiment, j'étais choqué dingue, en fait. Mais voilà, vraiment, moi, ce film, je le trouve. Je trouve que c'est symptomatique du problème qu'a Disney avec ses super productions et en particulier avec Star Wars depuis qu'ils ont racheté. C'est-à-dire, on navigue à vue. Et moi, je comprends pas quand il y a tellement d'enjeux, surtout une saga. Enfin, encore une fois, le 7, c'est pas un film parfait, mais il a créé quand même un plaisir. Tu l'as dit, il y a un côté événementiel. Déjà, Star Wars, Disney a ruiné l'événement. Mais c'est ce que il y a un film tous les ans. Ils ont tué la saga. C'est-à-dire tous les 2 ans, il y a un film qui rentre dans la saga et entre chaque, il y en a un autre. Il y a eu Rogue One, il y a eu Solo. C'était ça le plan. Après, il y a commencé à avoir des séries, etc. En plus, chacun de ces films-là a une production chaotique. Mais à chaque fois. C'est un truc de fou. Donc voilà, moi je suis sorti à la fois, je me souviens avoir adoré le film en tant que film, mais l'avoir détesté en tant que suite. En tant que Star Wars. Non, parce que c'est pas un mauvais Star Wars, c'est une mauvaise suite. Ouais. Ce film-là, avec d'autres personnages qu'on connaîtrait pas et qui seraient de la résistance, qui essaieraient de fuir, machin, en vrai, ça marcherait presque pareil, quoi. Et puis, et je terminerai là-dessus, moi, mon principal problème avec ce film, et c'est un truc que j'ai déjà dit dans d'autres films et d'autres réals, et tu vas savoir de qui je parle, Rian Johnson, il a fait un truc qui, moi, m'horripile. C'est cette volonté permanente de frustrer le spectateur. Moi, vraiment, ça me gonfle. J'en ai marre, et je le dis, pourtant, c'est des réels comme Astier que j'aime beaucoup. J'en ai marre de ça. Ça me gonfle que les mecs prennent plaisir à faire tout sauf ce que les gens aimeraient.
je dis pas qu'il faut faire tout ce que les gens veulent, c'est pas l'idée, mais faire tout le contraire juste pour cette raison, c'est aussi con que de faire ce que les gens attendent. C'est puéril. Ryan Johnson, il est puéril. Je vais raconter une toute petite anecdote, elle est connue, mais c'est hein. pas grave, je la trouve représentative de ce mec. Sur le tournage du 7, évidemment, ils avaient une maquette échelle 1/1 du Faucon Millenium. Mhm. Et cette maquette, elle a été signée par l'équipe du film, et notamment par J.J. Abrams. Pendant le tournage du 8, ils ont repris cette maquette. Ryan Johnson, il a barré le nom de J.J. Abrams pour écrire le sien. Sérieux ? Franchement, il y a une photo de ce truc. Oh, Enfin, franchement, et ça m'agace profondément. Et en plus, Ryan Johnson, grand respect, hein, c'est un réalisateur, il a fait des trucs, mais enfin, il a fait Looper, qui est un très bon film. Oh, et Enfin, encore, Looper, tu vois, pour le coup, c'est l'inverse de Star Wars 8. C'est-à-dire que quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde parle de ce film ? C'est pas si bien que ça ne sert à... Ça invente rien. Et puis franchement, je m'attendais à être subjugué. Et au final, quand je l'ai revu, j'ai fait, bon, en fait, il est bien. C'est plutôt un bon film, Looper. Oui, mais oui, globalement, bien sûr. Ouais. Ryan Il est pas Johnson, loupé pour le coup. Waouh. Je pouvais pas passer à côté. Désolé. On est très fatigué. Non, mais il a pas une filmo non plus. Enfin, Je veux dire, regarde. c'est pas, non, il a parlé c'est à pas couteau. Spielberg, quoi. À part les à couteau tiré et Looper avant Star Wars, Mais voilà. non, il avait rien fait. Hein. À un moment donné, il faut quand même remettre un peu de contexte autour de ce gars-là. Et je terminerai pour qu'on rentre, parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on parle et Oui, ça va être mais très long. quand même, pour l'anecdote, il est aussi connu pour l'épisode le moins aimé de Breaking Bad, puisque c'est lui qui réalise La l'épisode Mouche. La Mouche. Ouais, je sais que c'est un épisode qui est très controversé dans Breaking Bad. Et pourtant, et pour le coup, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien les huis clos. Je sais, j'ai jamais vu la série, à ton grand désarroi, donc j'ai pas vu cet épisode. Mais obligé de parler de je choses sais qui que fâchent. Tu m'as déjà parlé de cet épisode. Ouais. Et je terminerai, et promis, après on rentre dans le vif du sujet. Là aussi, on l'a recontextualisé dans le 7, il faut aussi le recontextualiser dans le 9. Mais oui. Moi, franchement, je ne comprends pas comment et pourquoi J.J. Abrams a dit oui pour faire le 9. Mais c'était insolvable. Mais bien sûr. L'équation était insolvable. Le 9 est une catastrophe. À tout point de vue. Je sais même pas si on en fera un épisode, parce qu'il y aurait franchement pas grand chose à dire à part que c'est mauvais du début à la fin. Mais le film est mauvais parce qu'il n'a pas de moyen de finir son histoire. Dans le 8, on ferme toutes les portes du film. Je veux dire, toutes les portes de la saga. Au lieu de tuer Leia, dont la comédienne n'est plus là, tu tues Luke, alors que c'est le dernier qui est encore là et tu sens qu'il est content de faire. Ça. Tout ce que tu as mis autour de l'importance du sabre, du machin, de ce truc autour de la force et tout, c'est balayé. On t'explique qu'en fait la force, tout le monde va, le truc sur les gamins, ça n'apporte rien. Ça apporte rien, puis en plus on n'en parle plus du coup dans le 9. Mais exactement. Et en fait tu sens que le 9, si vous l'avez vu, c'est un TGV, c'est-à-dire que ça va à une vitesse, ça n'arrête jamais. C'est l'inverse du 8 qui va très lentement. Non, là ça va très vite. Ça commence dès le texte. Mais oui, dès le texte on te raconte que qu'il s'est passé mais mille choses. Mais en fait il s'est passé l'équivalent d'un film en plus. Oui, c'est ça. Mais dans un texte. Exactement. C'est un truc de fou. Et du coup, moi, j'en veux d'autant plus à Ryan Johnson pour ça, parce que J.J. Abrams, il s'est pris des torrents de boue après le 9, déjà un peu après le 7, pour ceux qui n'avaient pas aimé, et je trouve que c'est dégueulasse pour lui. Ouais, et d'accord. J.J. Abrams, moi, je trouve que c'est, dans sa réal, un mec qui aime Star Wars, et ça se voit. Ryan Johnson, il a fait un film visuellement incroyable, mais c'est tout. Ouais, et c'est vraiment dommage, et je trouve ça terrible qu'une industrie et qu'une prod aussi grosse puisse laisser passer des choses comme ça. Ça me paraît aberrant, d'autant que dans le 9, J.J. Abrams, il a répondu à Ryan Johnson. C'est devenu, on est à la cour de récré, quoi. C'est-à-dire que en même temps, ça devient ridicule, en même temps, quoi. c'est Disney, hein, c'est les enfants, c'est la cour de récré, c'est normal. Mais en plus, J.J. Abrams, moi j'aime bien ce qu'il fait. Mais moi aussi, j'aime bien J.J. Il a un style, il a fait des choses très bien. J'adore Super 8, il a fait plein de choses très cool, J.J. Abrams. Absolument. Bon, on va rentrer parce que ça fait 38 minutes qu'on vous parle et on n'a toujours pas commencé à parler vraiment. On savait que ça allait être un épisode un peu long. Vous l'avez compris, ça va être un épisode long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, cet épisode 8 démarre sur une planète où est cachée la résistance et on les voit évacuer la base de la résistance parce qu'ils sont attaqués par l'Empire qui est toujours donc dirigé par Snoke. Par le Nouvel Ordre. C'est vrai que c'est le Nouvel Ordre. S'il te plaît. Mais ça aussi, bon. C'est le Nouvel Ordre, on a dit. C'est pas l'Empire, c'est pas pareil, c'est pas le même mot, il y a deux mots. C'est toujours Snoke qui dirige, mais c'est Hux, le général Hux, qui est un... Qui est un général. Qui est un général ridicule, qui se passe son temps à se faire bully dans l'intégralité du film. Dans l'intégralité de la postlogie, hein, tu peux le dire.
Et voilà, exactement. Et donc ils mènent une attaque contre la base de la résistance. Soi-disant pour l'éradiquer complètement. Voilà, parce qu'a priori il reste qu'une poignée de résistants, dont Leia évidemment qui est Je crois qu'ils sont 400. Ils sont quelques centaines, mais ils sont pas beaucoup. Donc ils arrivent à monter dans un vaisseau et évidemment il y a tout un. Déjà le film commence par ça, c'est-à-dire que au lieu ils amènent un vaisseau énorme qui est censé pouvoir exploser une planète entière. Et au lieu de tirer, il discute avec Poe Dameron, qui se met devant, qui se moque de du général, Hux, qui lui dit en gros je voulais parler à Hux, passer le mot. En fait, il y a un jeu de mots avec le truc original qui s'appelle Hux H-U-X, et lui il dit je voudrais parler au général Hux H-U-G-S, oui, voilà, qui veut dire câlin. Et du coup l'autre lui dit vous parlez, et puis après il fait je voudrais parler au général. Voilà, bon, ça dure 1000 fois, c'est 1000 fois trop long, mais c'est pas grave. Et ça donne le ton. Hein. Ça donne le ton. Ce que tu disais tout à l'heure sur l'humour. Ah non, mais l'humour Disney, il est. Et pourtant, j'ai ri la première. Putain, vraiment, mais quel loser. Ah non, non, mais écoute, j'irai pas jusque-là. Non, mais tu t'es jamais dit, toi, si je me voyais plus jeune, je me bafferais 2-3 fois. Ah si, bien sûr. Bah tu vois, ça, c'est une des fois. Et du coup, je suis obligé, je vais pas faire séquence par séquence, mais là, je suis obligé de revenir sur un truc que je trouve ridicule. C'est-à-dire que. C'est le premier, attention. Donc, Poe Dameron fait tout son bordel. Là, finalement, il attaque le vaisseau, il détruit tous les boucliers. Et lui, il dit il faut qu'on bombarde. On a l'occasion de tuer un énorme destroyer. Et Leia lui dit non, on fait pas parce qu'on n'est plus beaucoup. Pourquoi pas? Et finalement, ils envoient donc des vaisseaux. Des bombardiers. Déjà, des bombardiers, c'est des vélos, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils avancent à 2 à l'heure. Ils ont des bombes à l'intérieur. Il y a 87 bombardiers. Et les mecs, ils se font tous rétam, quoi. C'est-à-dire que la protection autour, c'est vraiment pas ouf, quoi. Les gars sont pas très forts en protection. Et finalement, on arrive. Il y a un vaisseau qui finit par y arriver. Et donc, en fait, je sais ce que tu vas dire. La pilote de ce vaisseau, il y a un moment donné, elle doit donc larguer les bombes et elle appuie sur le bouton, ça marche pas. Donc, il faut qu'elle aille le faire à la main avec une télécommande. Et donc, il y a tout un plan où elle y va et la télécommande est bloquée en haut. Elle est allongée sur le dos sur une passerelle. Et là, 2 problèmes. Elle finit par faire tomber la télécommande. On a un plan, la télécommande passe devant elle. Et elle arrive à le rattraper. Vous imaginez que c'est-à-dire qu'il faut avoir. Elle va à la vitesse de la lumière, hein, c'est raccord, pour le rattraper. Et surtout, elle est dehors. Non, mais comment elle respire? Elle n'a pas de masque, elle n'a rien. Elle est censée être décédée. Ça, c'est un problème tout le long du film parce qu'il y a plusieurs scènes où il n'y a pas le bouclier bleu clair. Non. Et en fait, tu te dis, mais je comprends pas, je croyais que vous pouviez pas respirer s'il n'y avait pas le bouclier bleu transparent là. Là, elle est dans l'espace, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, la trappe est ouverte en dessous. Oui, c'est ça. Et surtout, il y a un problème, tu l'as peut-être pas noté, mais moi, je trouve que la scène, elle est ultra mal montée. C'est-à-dire qu'elle fait tomber la télécommande qui tombe indéfiniment. Au ralenti, ça lui passe du côté droit, donc faut savoir, elle est sur le dos. Elle regarde la télécommande de son côté droit. Et elle la rattrape. Et en fait, elle la rattrape avec la main gauche en étant sur le ventre. Non, mais il y a rien. Alors qu'il y a genre ces 2 bras qui sont dans le vide. Oui, non, mais c'est ça. Déjà, elle a des réflexes surhumains. Non, mais puis en plus, comment elle fait pour se retourner sans tomber? Non, mais ça n'a aucun. Et puis, je suis désolé. Franchement, j'avance un peu, mais du coup, elle arrive finalement à faire tomber les bombes. Les bombes explosent le vaisseau. Pourquoi vous avez envoyé 87 bombardiers? Bah oui, il en fallait qu'un. Il en fallait qu'un. Oui, non, mais d'accord. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. C'est terrifiant. Et donc, du coup, Poe retourne sur le vaisseau. Ils arrivent à faire un saut dans l'hyperespace. On est content, on est sauvé, tout va bien. Poe se fait engueuler parce qu'apparemment, il fallait pas faire ça. En même temps, il a perdu la moitié de la flotte. Donc, il se prend une tartasse de Carrie Fisher. Et donc, on se dit à ce moment-là, bon, c'est bon, ils ont réussi à fuir. Et c'est super. Sauf que, en parallèle de ça, parce que vous allez voir, le film se passe à plein d'endroits différents. Nous retournons à Acto. Que nous avons quitté à la fin de l'épisode 7 sur un build-up quand même incroyable. Alors, en plus, je pense que c'est une des scènes qui fonctionne le mieux dans le set. Tu vois. Oui, alors sauf le plan final. Enfin, je veux dire, le plan en hélicoptère où la caméra tremble, acheté Steadicam, je vous en supplie. Ah, je me souviens pas qu'il tremblait, tu vois. Il est horrible le dernier plan. Ok, ça t'énerve pas. Je voulais même si la musique est incroyable. J'ai compris que c'était un traumatisme, excuse-moi, j'en parlerai plus. Très triste. Et donc, on retrouve Rey qui fait 3 pas vers Luke Skywalker, qui lui tend son sabre, il prend le sabre, il le regarde et tout. Et là, il jette son sabre. Par derrière. Et là, pour moi, le début des problèmes. Parce que tu viens de ruiner tout le build-up de 2h30 de film avant. Et ça, je comprends pas. Donc, il y a vraiment une stupéfaction du spectateur et de Rey qui ne comprend pas. Ouais, comme elle, heureusement, quand même, ce sabre, on a de la chance parce qu'il tombe jamais bien loin. Quoi. Non, il est tombé sur un pitini. Voilà, une petite touffe d'herbe à côté des porgs, là, ce qui nous permet d'introduire des pluches au passage. C'est Disney, on a dit, c'est normal. Voilà. Donc, finalement, on comprend que Luke, il a pas du tout envie d'aider Rey. Il lui dit non, fous-moi la paix. Moi, je suis pas là. Je formerai pas de Jedi. Je suis venu ici pour mourir. Foutez-moi la paix. Donc, il est très très vénère. Je suis désolé, mais c'est fou comment c'est Camelot en fait. Ah oui, non mais c'est encore une fois, je sais, hein,
c'est que ce soit Star Wars, Harry Potter, Kaamelott, machin. Enfin, ils ont tous la même base narrative. Bien sûr. On est d'accord. Joseph Campbell représente. Voilà, Joseph Campbell représente. Mais sans déconner, c'est clairement en fait là le Luke Skywalker de ce film-là. C'est le Arthur de Kaamelott depuis le livre 5. Oui, non, mais c'est totalement ça. Donc il est bougon. Elle décide quand même de rester sur l'île et de suivre sa morning routine. Donc il va à la pêche, il fait des trucs, c'est super. Il pêche des poissons plus gros que lui. Enfin voilà, on se demande comment il tète les tétés de la vache de cette planète. Donc il boit du lait bleu, petite référence à Star Wars saga originale. Ils boivent tous du lait bleu dans les premiers films. Et à partir de là, il va y avoir un truc incroyable, c'est que Star Wars va inventer Skype, et donc notre ami Rey va se mettre à voir Ben Solo et Kylo Ren à distance. Et donc en fait ils peuvent se parler, ce qui donne un truc de mise en scène pour le coup un peu original. Ah oui, c'est où clair, ils se parlent et il y a des raccords dans les regards, dans les directions de regard, mais ils sont chacun à un endroit différent. En fait ils se voient eux mais pas leur environnement. Exactement. Et donc même s'il arrive à avoir de l'eau quand elle le voit sous la pluie. Mais... Oui, c'est un peu c'est un peu étrange. Pareil, c'est pas explicité, et ça aussi c'est un truc qui va se développer au fur et à mesure, ça va être de plus en plus développé, cette espèce de nouveau pouvoir qu'on ne connaissait pas. Donc voyant ce truc-là, est-ce que Luke va surprendre une espèce de, un moment où elle discute un peu avec lui, et donc il va dire bon là ça sent pas bon quand même, et il explique à Rey qu'en fait il veut pas la former parce qu'il a essayé de former à l'époque des Jedi dont Ben Solo, et que c'est à cause de lui que Ben Solo est devenu Kylo Ren. Il porte cette responsabilité. C'est pas exactement au même moment là, mais on s'en fout, il y a tellement de trucs, vas-y. Pour essayer de résumer, et finalement il finit par accepter de donner 3 leçons à Rey. Il dit écoute, je vais t'aider 3 fois et tu vas pouvoir faire des choses, et je vais t'apprendre un peu ce que c'est la force, machin. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'elle se dit enfin je vais pouvoir m'entraîner, parce que c'est vrai que Rey est très forte sans jamais s'être entraînée. Donc le film introduit un peu cette notion d'elle va s'entraîner. Et donc il va lui enseigner un peu ce qu'il sait de la force. Dans le même temps, parce que le film fait pas mal d'allers-retours, on est dans le vaisseau de la résistance. Non, dans le vaisseau des méchants. Ah oui, pardon. Dans le Destroyer. Dans le Destroyer où Hux se fait humilier par Snoke, qui à distance le bully, le fait traîner par terre et tout, parce qu'il a perdu le vaisseau de la résistance. Mais il dit attendez les gars, vous inquiétez pas, on a trouvé une solution. Non, patron, ça va bien se passer. Et puis surtout, on peut les traquer. On peut les traquer en hyperespace. Exactement, parce qu'en fait, ils sont partis en hyperespace, et là, plot twist incroyable, les mecs arrivent à les suivre en hyperespace. Et on a un dialogue merveilleux, il dit c'est impossible. Bah non. non, c'est impossible. Mais si, c'est possible. Voilà, du coup, ils viennent de le faire. Demande à Ryan. Non, mais voilà, c'est quand même assez fou. Et donc, du coup, là, ils se rendent compte que ça va être un vrai problème, parce qu'ils ne peuvent plus fuir. Et on va nous intégrer pour la première fois de l'histoire de la saga le problème de carburant, puisqu'en fait, ils n'ont pas assez d'essence pour faire plusieurs sauts. Et de toute façon, ils se rendent bien compte que les sauts ne fonctionnent pas. Et donc, à partir de là, ils sont un peu coincés, quoi. Ils se disent, putain, mais on va pas pouvoir fuir, quoi. Donc, ils ont quand même un espèce de shield, de bouclier qui les protège un peu des attaques. Mais évidemment, sur le vaisseau des grands méchants, notre ami Kylo Ren, il dit, mais en fait, on va prendre une flotte, nous, on va se rapprocher, puis on va les dézinguer, quoi. Donc, on a une séquence, encore une fois, je passe de l'un à l'autre, c'est pas exactement ça la chronologie, mais vous avez compris. C'est pas grave. Où il va faire vraiment toute une séquence où ils sont en vaisseau et il va pour détruire, quoi. Et forcément, il arrive à un moment donné à proximité du vaisseau et il va pour tirer sur la cabine de commandement, parce que tant qu'à faire, les mecs sont au seul endroit du vaisseau où il y a une vitre pour bien qu'on les voit. Et il voit qu'il y a sa mère. Il la sent, en fait. Il sent qu'elle est là. Et sa mère, elle sent aussi que son fils est là. Parce que si vous aviez manqué l'épisode 7, Kylo Ren, c'est le fils de Leia et de Han Solo. Et donc, au dernier moment, au lieu d'appuyer sur le bouton, il enlève. Et on revient sur ce conflit de en fait peut-être qu'il a encore un aspect gentil. Jamais vu dans Star Wars. Jamais vu. Incroyable. Jamais vu. Là pour le coup, non mais Ryan là, il a inventé un truc. De l'inédit. C'est de l'inédit. Et finalement, il se fait doubler par ses sbires qui ils bourrinent. Et là, ils bourrinent. Explosion. On voit l'amiral Akbar, qui est connu pour être un mème d'internet très célèbre, qui s'envole, et Leia qui s'en va. Et là, on voit Leia dans l'espace. Et là. Eh ben non. Mais alors justement, moi, c'est ça, je trouve ça incroyable. Il se passe ça et on la voit pas tout de suite. Non. Il y a une autre séquence entre où on revient à Rey. Et c'est seulement après qu'on revient. C'est-à-dire qu'on la voit exploser. Non, ça s'enchaîne pas. Il y a vraiment. Il faut quelques minutes avant de venir
à elle dans l'espace. Il y a pas d'enchaînement. Il y a une séquence entre les deux. Attends, Et c'est je vérifie, je suis sûr que non. Il se passe plusieurs minutes en tout cas entre les deux, ça, j'en suis sûr. Et je m'étais fait la réflexion déjà à l'époque. Mais toujours est-il, parce qu'on va quand même y venir. Et puis là, tin, 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 Non. tin, tin, tin. Pardon. Et du coup, on finit par arriver à ce plan sur Leia après quelques minutes. Et Leia, et on a un plan qui est assez joli. On voit que son visage est cristallisé par le froid, parce que l'espace est gelé, forcément. Parce qu'il paraît, c'est froid là. Et d'un seul coup, on a un plan, et là, son doigt se met à bouger, enfin sa main, et puis elle ouvre un œil. Et là, c'est Superman. Et là, c'est-à-dire c'est ça qui fait que la voilà, chanson. c'est totalement ça. Je suis trop fort. RPZ James Gunn, elle arrive à une porte. Il lui ouvre la porte, donc là ils sont censés tous mourir, mais finalement, C'est vrai. Finalement non. Elle rentre dans le vaisseau tranquille, et donc Leia est sauvée parce que d'un seul coup c'est devenu un Deus Ex Machina, ni plus ni moins. Ouais. Et moi je sais pas ce que t'en penses, mais c'est complètement con. Mais non, mais de toute façon, le fait que les portes ouvertes dans l'espace ne leur fassent rien dans les vaisseaux, moi, c'est un truc qui, comme tu l'as dit, comme toi, dès les bombardiers, j'étais en mode, mais attends, ils ont ouvert les trappes, ils ont pas de masque, ils ont rien, Ben oui, et ils sont pas aspirés. ben on est d'accord. Et c'est complètement con. Et du coup, voilà. Mais bon, après, on va nous dire, oui, mais de toute façon, normalement, t'as pas de bruit non plus dans l'espace. Bah, dans Star Wars, t'entends les lasers, donc c'est bon, à un moment donné. Et arrête de Oui, tortiller non, du mais cul. Bref. Oui, bah ça marche pas, c'est tout. Non mais clairement, c'est vraiment Après, une moi, séquence, le moment Superman m'avait pas gêné, moi, au premier visionnage. J'avais trouvé ça plutôt cool, le côté où on te dit, ah putain, Leia, elle connaît la force. c'est Non mais c'est trop. En fait, le problème c'est que ça vient de nulle mais part. le problème, c'est que là, c'est pas. C'est pas bien mis en scène, c'est pas épique, surprenant. Tu vois ce que je veux dire, c'est Non mais tu vois, quelque part, moi j'aurais préféré C'est un peu qu'avec chelou. la force, elle arrive par exemple à faire que au moment de l'attaque sur le vaisseau, elle arrive à protéger une partie du vaisseau, tu vois. Mais non, il y a le bouclier. Non mais tu vois, là vraiment, on n'a jamais vu un Jedi faire ça. Enfin, je veux dire, on a vu Mace Windu se faire couper un bras et tomber de 50 étages. Il s'est pas mis à voler, le gars. Enfin, c'est ça aussi que je trouve un peu ridicule. Oui. Ça sort vraiment de nulle part. Et encore une fois, dans le 9, il va dépatouiller pour essayer de nous expliquer que qu'elle a eu Leia elle a eu un entraînement. Voilà, Encore le une temps, fois, le lui, il temps de faire essaye une de- doublure numérique de Carrie Fisher Exactement, jeune, et que et tout le monde soit en mode waouh, trop stylé. Non, et au moins il essaye de justifier les conneries de l'autre, quoi. Ah, c'est ça. Donc bref, en parallèle de ça, je reviens un peu sur Acto. Donc elle suit les leçons, et la première leçon lui consiste à expliquer un peu ce qu'est la force. Il y a une séquence là aussi assez drôle où elle tend la main en mode je vais sentir la force. Il dit non, calme-toi. Il lui pose la main sur le truc. Alors, juste petit moment. Vas-y. En fait, tu reviens pas sur Acto entre le moment où le truc se fait exploser Ok. et Leia et le machin. En fait, t'as juste une petite discussion entre Hux et son second. Ah oui, ils En annoncent mode que Akbar oh là est mort. là, ils ont mis leur bouclier à l'arrière, ça rend nos canons inefficaces. Bien, bah Ok. continue à tirer, laissons-leur rappeler qu'on a. Et puis après, tu arrives sur Leila dans Ok. l'espace. Bah, Autant pour excuse-moi, Mais je c'est savais bien c'est du détail, mais ça aurait été. T'imagines s'ils avaient monté ça comme tu mais l'as je dit. savais Oh là bien là, qu'il y avait des- quand même une et ce qui Oui, dans mais le ça se montage passe- est con. Oui, mais non, ça sert à rien. Non, là pour le coup, non. Là, Bah, moi je trouve que tu dois voir tout de suite. Je veux dire, c'est l'élément principal. Elle explose, Non, elle mais- recule. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça sert à rien. C'est juste que, en gros, j'entends le côté c'est mal monté, ça t'a pas plu, mais là, en l'occurrence, il te montre une discussion qui est censée se passer au même moment où le truc vient d'exploser. Donc en fait, t'as pas de choc en te disant putain, mais elle reste dans Oui. l'espace pendant 45 ans. Tu Je vois. suis d'accord, mais t'aurais pu avoir cette discussion après. Ça fonctionnait tout pareil. Mais on aurait pu avoir plein de trucs après, On est- avant, on est bien Guillaume. d'accord. Essaye de trouver du positif, là, t'es trop pessimiste, mince. Oh, n'en peut plus de ce type, hein, vraiment. Bon, Vive toujours Star Wars. est-il que elle reçoit sa première leçon et en gros elle commence à ressentir la force, donc il lui fait une espèce de cours de yoga, quoi. Et... la machine est chaude aujourd'hui. et non mais c'est un peu ça, on va pas se J'ai mentir. besoin de rire aujourd'hui, merci. Ouais. Ça me fait du bien. Et finalement, dans ce moment-là, elle va ressentir les trucs et à un moment, elle va voir une représentation très 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 subtile du côté obscur. C'est un trou. C'est un trou noir et profond. Avec des algues autour, parce qu'il y a voilà. la mer à côté. Et on voit Luke qui lui dit non, n'y va pas, ne cède pas à la tentation. Voilà, c'est assez étrange cette scène quand on la regarde d'un certain œil. Et finalement, elle va se réveiller en sueur, quoi, à côté de lui. Et lui va comprendre qu'elle est giga puissante, quoi. Que elle aussi, c'est un cheat code déjà dans le set, mais lui il le sait pas
un corps. Et du coup, ça va l'inquiéter encore plus. Parce qu'il va se dire, j'ai échoué avec Kylo Ren qui était puissant. Et toi, t'es puissante aussi. Exactement, parce que Ça je me l'ai fait pas peur. dit, mais quand il explique ce qui est arrivé à Kylo Ren, il raconte sa version en disant, je suis allé le voir dans sa chambre, grosso modo, et il a allumé son sabre, j'ai eu peur et j'ai voulu le tuer, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça sa manière de raconter les choses. Version qui va être démentie plus tard par Kylo Ren, qui lui va dire non, il est arrivé avec son sabre allumé, moi je me suis juste défendu. Et au final, on va nous expliquer à la fin que c'est un entre-deux. Il y a un entre-deux. Voilà, donc là aussi, petite info au passage, c'est la première fois qu'il y a des vrais flashbacks dans des épisodes originaux de Star Wars. Il n'y en avait jamais eu. Ok. Voilà, c'est un truc qu'on reverra après, mais c'est les premiers. Donc elle va suivre un peu cette formation. Et en parallèle, je suis désolé, je fais beaucoup de sauts de puce, mais le film en fait beaucoup. Sur le vaisseau de la Résistance, on se rend bien compte que là, on a un problème. Parce qu'on a Leia qui est dans le coma. On a donc Holdo qui est nommé capitaine, enfin général de commandement, quoi. On lui dit c'est elle qui va gérer maintenant le truc. Et Holdo, elle refuse d'expliquer son plan. Ce qui fait que artificiellement, moi je sais pas comment tu l'as perçu à l'époque, mais moi au début, je me dis en fait elle est complice de... Enfin c'est une traître. Parce que le film te laisse penser ça longtemps, vu qu'elle refuse absolument de dire quel est son plan et que vraisemblablement elle n'en a pas, si ce n'est d'aller tout droit. Et donc elle s'embrouille avec Poe régulièrement parce qu'il lui demande de s'expliquer, quoi. Alors, je rigole parce qu'en fait, je me suis pas du tout posé la question. Genre, elle a dit ça, j'étais en mode d'accord. Mais ça revient plein de fois, il y a plein de séquences. Ouais, il y a où- plein de séquences. C'est vrai que là, en y repensant, on appuie un peu le regard sur mais elle est peut-être pas si gentille que ça. effectivement. Exactement. Et notre ami Finn, pendant ce temps-là, qu'on n'a pas encore vu, il s'est réveillé de son coma parce qu'il s'est quand même pris un coup de sabre laser 3 jours avant dans les vertèbres. Ouais, mais ils lui ont mis une combinaison pleine d'eau et ça lui a fait du bien. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange ce truc qu'il porte. On aurait cru qu'il sort d'une cure thermale. Tu vois, il y a un côté- Ouais. Donc, et finalement, lui, n'écoutant que son courage, il décide de fuir. Alors du non, vaisseau. c'est pas vraiment ça parce qu'en fait, il a retrouvé la boussole qui permet à Leia et Rey de savoir où sont l'une et l'autre. Et du coup, il se dit ouais, mais là, on est poursuivi par le Nouvel Ordre. Donc du coup, si Rey, elle décide de nous rejoindre maintenant, elle va se faire niquer. Et comme je suis un peu amoureux de Rey, même si c'est mon ami Oui, avant c'est vrai. tout, mais que je suis quand même un peu amoureux d'elle, mais que c'est quand même mon ami avant tout, mais que je suis quand même un peu amoureux d'elle, mais c'est mon ami avant tout. Et ben du coup, moi, je vais aller prendre une capsule pour m'en aller et la sauver et la retrouver et lui dire non, ne viens pas nous voir. Et puis après, je reviens. Voilà, c'est un peu ça qu'il dit, son hein. plan. Bon, au final, il se fait découvrir par Rose, qui est là pour éviter que les gens s'enfuient vraisemblablement. Elle explique qu'elle a tasé tous en les fait, mecs c'est qui la essayent de sœur partir. de. On apprend que c'est la sœur De de Madame la meuf Bombardier. qui s'est sacrifiée dans le bombardier. Là. Voilà, donc peut-être qu'elle peut aussi respirer dans l'espace, on ne sait pas. Non, mais ils peuvent tous respirer dans l'espace, ça n'est pas si dit tu dans regardes ce bien. lore. Et donc finalement, donc elle va l'empêcher de partir et ils vont un peu se battre et ils comprennent qu'il y a l'histoire donc on peut être suivi en hyperespace et là on ne sait pas pourquoi eux deux comprennent comment ça marche. Non, mais c'est pareil, ça. Et donc lui dit ah mais si c'est à tel endroit et moi je connais très bien, je passais la serpillière sur le vaisseau, je sais très bien où est cet endroit ultra secret et sécurisé. Non, mais surtout, je suis désolé, c'est que. Elle lui dit texto. Mais qui sait où se trouve la salle du traceur dans un destroyer? Et lui il dit je passais la machin, mais il y a que moi qui le sais parce que du coup je suis le seul renégat des clones et machin. 1 minute plus tard, ils expliquent leur plan à Poe. Il y a un plan en Mais hologramme on est du d'accord. vaisseau avec la salle. On est d'accord. Mais vraiment, mais D'où ça moins sort d'une minute plus tard. Non, mais C'est-à-dire oui. que le dialogue passe et on passe à l'hologramme. Et là, Oui. tu te dis, mais attends, si vous aviez les plans du destroyer, ça servait à quoi de dire ce dialogue-là, Non, quoi? mais et puis ils ont les plans, c'est ultra précis, c'est-à-dire on est Mais vraiment oui. dans le truc. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'ils veulent détruire, c'est tout petit dans le vaisseau. Et le vaisseau, on nous explique ça qu'il me fait penser au truc de Retour vers le futur. Oui, c'est ça. Le convecteur temporel. C'est totalement ça. Et le vaisseau, il fait 90 km, quoi. Donc vraiment, ils savent précisément où il faut aller. Mais Et c'est donc- toujours pareil, ils ont tous les mêmes, la même architecture, les trucs Ah, mais- de l'Empire, mais machin. C'est qu'en c'est fait, il y a toujours un petit truc, une petite épingle à cheveux qui permet de Mais tout péter. Exactement. Il y a un point central. En fait, il y a un gros bouton. Ils si ont vous toujours pas appuyez dessus. compris l'étoile noire, la planète Non, du mais- 7, machin. Ils se sont dit non, mais on va continuer, on est sur le bon chemin, les gars, Non, mais on est revenu au top là. C'est totalement Ça n'a ça. aucun sens. Et finalement, donc ils vont se dire, mais le problème c'est que pour aller là-bas, il faut qu'on récupère un mec qui va pouvoir nous aider à accéder, à décoder Ils veulent un cœur. quoi. à un hacker. Et Voilà. donc il contacte Maz, personnage qu'on a vu dans Star Wars 7, C'est ça. qui fait une blague salace quand même, faut se rappeler. Elle fait un sous-entendu, dire ah oui, lui je le connais très très bien. Ah oui, Et là, exact. ils sont même tous gênés. Il y a vraiment un gros plan sur Finn qui ne sait pas où se foutre. Bah, Finn, il y a un gros plan sur sa tête, c'est la tête qu'il a toute fine. Oui, C'est une tête d'interrogation, genre. Je sais oui, pas c'est ce que ça. je fais là. Il ne sait pas bien. Je sais Le scénario non plus ne sait pas Qu'est-ce ce que qu'il je fait fais là? Je sais pas.
Donc Toi, finalement, je sais il décide d'aller sur une planète qui est une planète de casino qui s'appelle Canto Bike, je crois. Et donc on va avoir tout un segment où ils vont... Alors, découvrir le casino. exactement, j'avais entendu, je crois que c'est dans la... Durandal a fait une très longue vidéo sur Star Wars et il dit à un moment, et j'y étais voir et c'est vrai, a priori à l'époque c'était la scène qui a coûté le plus cher de l'histoire de Star Wars. Et tu sais quoi, je trouve que c'est la scène qui a le moins bien vieilli du film. Ah, visuellement, oui, c'est pas terrible. Notamment les animaux. Oui, je suis d'accord. J'étais en mode, oh, ils sont dégueux. Ouais, les animaux, toute la partie où il y a l'espèce de course et tout, c'est pas terrible. La course poursuite, je me suis dit, putain, c'est pas beau. Hein. Donc finalement, il décide d'aller en soum-soum dans ce truc-là. Il leur donne quand même le petit tracker pour savoir où est-ce qu'ils sont, parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais Leia, elle a une espèce de Si, montre. je l'ai dit juste avant. Voilà, c'est ça qui ramasse Finn. Exactement, c'est espèce de tracker qui permet de savoir à peu près où est-ce qu'on est. Et les mecs se disent pas à un moment, bah c'est grâce à ça qu'ils nous pistent en hyperespace quand même. Ça ne leur traverse jamais l'esprit. Mais non, ça peut pas, puisque c'est grâce à la salle spéciale Oui, du oui, Destroyer. bien sûr. Mais tu suis le scénario ou pas depuis tout à l'heure? Bah mieux que lui. Mieux que lui, visiblement. Et donc finalement, il monte un petit convoi secret. Et ils s'échappent. Et personne pas s'en tous les rend deux, compte. et ça a l'air de n'inquiéter personne. Quoi. C'est ça. Que Bah non, parce qu'en vraiment, fait- ils servent à rien sur En le fait, vaisseau. tout le monde est avec Poe. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde bosse pour Poe. Donc, genre, je crois que c'est ça. T'as l'amiral, la nouvelle amirale là, qui remplace Holdo. Leia, Holdo, qui regarde et qui fait c'était quoi ça sur la carte que l'on regarde dans le centre de commande? Et t'as la meuf à côté qui fait c'était des déchets. Super, merci. Merci pour cette anecdote. Petite anecdote, casting, cette jeune femme, tu sais qui c'est? C'est la fille de Carrie Fisher. Voilà, qui joue incroyable. cette actrice. Donc on la voit, elle a plusieurs scènes avec sa mère, c'est assez beau. Assez beau. Et on la revoit dans l'épisode 9. C'est un personnage Ok. qui revient. Pendant ce temps-là, sur l'île de Acto, Je crois qu'à dire sur l'île de la tentation. Rey finit sa formation et là, il va y avoir un moment où elle va du coup aller dans c'est ce côté obscur qu'il l'appelle. À un moment, elle suit Luke qui marche pour aller je sais pas où et finalement, elle fait demi-tour et elle va vers ce truc. Et là, il y a une scène qui est, d'un point de vue de la mise en scène, je trouve assez cool, où en fait, elle va se retrouver dans une grotte devant une espèce de miroir et en fait, il y a devant et derrière elle une succession de Rey. De elle, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, Change son prénom. il va y avoir tout un jeu où elle va à un moment claquer des doigts. Et je trouve que d'un point de vue de la mise en scène, c'est très très réussi. Oui, ça marche bien. Mais Et- visuellement, il est bien le film. Ah bah clairement. Et il y a tout le truc du build-up, savoir qui sont ses parents, ouais, parce que c'est quand même une grosse question du set. Et là, il y a tout un truc où finalement, on les voit en silhouette, ils vont apparaître et finalement, c'est son visage. En fait, les deux silhouettes ne forment qu'une, et quand elles sont visibles, c'est son reflet. Donc du coup, en fait, on ne sait pas qui sont ses parents. Et ça sous-entend que ses parents ne sont personne, entre guillemets, c'est-à-dire pas Oui, des gens voilà, importants. c'est ça que ça sous-entend. Mais en fait, elle va devant un miroir du reset comme Harry Potter dans Harry Potter 1. En fait, Exactement. hein. Et là aussi, encore une fois, ça ferme une énorme porte à Star Wars 7 qui avait tout un truc autour de la connexion avec le sabre, avec la Force, qui laissait entendre qu'elle était liée de près ou de loin à des Jedi, quoi. Bah, là, pour le coup, tu vois, ça ferme cette porte-là, mais ça ouvre aussi la porte avec tout ce qu'on nous raconte Luke et compagnie là, pendant en parallèle de ces choses-là. C'est que, bah, putain, peut-être qu'elle a un lien qu'elle a un lien différent avec la Force. Oui, bien sûr. En tant qu'entité, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc ça ouvre, c'est peut-être la seule porte qu'ouvre le film. Oui, il enferme une pour en ouvrir une autre. Ça, je suis d'accord. Non, mais pour le coup, c'est peut-être le seul truc qui remet en question le set, mais qui marche dans le film. Ouais, je suis d'accord avec Enfin, à ce moment-là, Non, mais on y reviendra. On est d'accord. Et du coup, elle finit quand même son entraînement avec Luke. Il y a toute une séquence où il lui parle des textes Jedi parce qu'elle trouve l'arbre dans lequel il cache les textes Jedi. Et on a une séquence, là aussi lunaire, où Mark Hamill, il a peur de Rey. Il se rend compte qu'elle est trop puissante, qu'il va pas réussir à l'empêcher d'aller du côté obscur, parce que ça fait 2 fois qu'elle y va. Et il se dit, ça va être un enfer. Et donc lui, il décide d'aller brûler les textes Jedi. Et donc on le voit aller avec son petit flambeau là devant l'arbre. Et au moment où il y va, nous avons l'apparition Deus Ex Machina numéro 2 de Yoda marionnette. Et là aussi, là par contre il faut le dire, c'est un choix désastreux de reprendre la marionnette. Parce que là, pour le coup, on voit vraiment que c'est une marionnette et ça ne marche pas du tout. Moi je trouve qu'un des trucs qui avait vraiment marché dans la prélogie, c'est la numérisation de Yoda. Je trouve qu'elle est réussie, que le personnage il est bien, et revenir à une marionnette, surtout aujourd'hui, tu le filmes quand même avec des caméras qui sont hyper précises. En fait, on voit que c'est du plastique, quoi. Moi, je trouve que ça marche pas du tout. Et en plus, et ça c'est un petit détail qui m'a étonné dans la mise en scène, je trouve que son halo bleu là, on le voit quasiment pas.
Et on voit pas à travers. On le voit pas à travers, on le voit quasiment pas sur les plans très serrés. On le voit dès son apparition. Après, il a tendance à disparaître un peu. Parce qu'on est d'accord que dans les autres, on voit bien à travers. Oui, quand en fait, c'est pas compliqué, ils sont bleus. Et c'est ça. Voilà, et lui, c'est pas le cas. C'est presque comme des hologrammes. Moi, je trouve que le choix de la marionnette fonctionne bien, mais après, oui, c'est là pour le coup, c'est complètement perso. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa, puis ça fait vraiment fan service. Voilà. Ah bah totalement. Puis après, c'est logique. Le Yoda qu'on voit dans la prélogie est plus jeune, le Yoda qu'on voit dans la trilogie originale est plus vieux. Bon, bah, reprendre la marionnette, c'est pas déconnant, moi, j'ai trouvé. Moi, je trouve que vraiment, ça fait fake. En fait, ça fait tâche au milieu du reste, quoi. Parce que vraiment. À ce moment-là, il y a rien d'autre autour, donc ça me choque pas, moi. Moi, vraiment, je trouve qu'on voit que ça. Ok. Mais bon, après, comme tu dis. Mais bon, après, ça arrive en fait à ce moment-là. Rey, elle a déjà quitté Luke parce que justement, c'est à ce moment-là qu'elle le confronte rapport Exactement. à Kylo Ren. Ils se battent un peu. Elle lui met une tôle. Ouais. Et à Luke Skywalker. Ouais. Putain, elle lui met une tôle. Je sais bien qu'il est vieux, mais quand même. Bref, et donc elle s'en va. Et c'est à ce moment-là que lui il décide non, mais faut mettre fin à l'ordre de Jedi. Du coup, il y arrive pas parce qu'il se dit non, mais quand même, les textes ils sont vieux. Puis Yoda après il fait. Un éclair de feu. Mais comment je savais même pas que les fantômes de la Force pouvaient Non, interagir. Je suis d'accord. de cette Après, manière. bon, c'est Yoda. On va lui faire le crédit que lui, il peut faire des trucs que les autres peuvent pas faire. Mais de toute façon, dans ce film, ils font tous des trucs insensés. Donc, il y a une discussion avec Yoda qui vraiment se fout de sa gueule. En plus, c'est assez marrant. Je trouve que cette scène marche plutôt bien. On retrouve le Yoda de la trilogie originale, en fait. Et du coup, là, l'humour marche. Parce que Yoda, il avait déjà de l'humour au départ. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc finalement, elle s'en va et elle décide d'aller directement rejoindre Kylo Ren. Donc, grosso modo, par leur espèce de connexion Skype, là, elle arrive à définir où il est et elle prend un vaisseau et elle arrive, c'est à mourir de rire, elle arrive dans un espèce de cercueil volant. Et évidemment, elle arrive, genre le truc s'ouvre et elle a l'air surprise de tomber sur Kylo Ren. Bah non, en fait, on se doute bien qui t'attend. Et Kylo Ren va donc l'emmener devant Snoke, sachant qu'on rappelle quand même le plan de Snoke depuis le début, c'est de savoir où est Luke. Parce que lui, il veut tuer le dernier Jedi pour en terminer avec cette histoire. Et donc, il l'amène devant elle. Il y a toute une scène où ils sont dans l'ascenseur tous les deux qui fait vraiment écho à l'épisode 5, quand Dark Vador amène Luke devant Palpatine. Ils ont une discussion, elle lui dit mais j'ai vu ton avenir, tu vas revenir vers la lumière. Il dit non, moi j'ai vu ton avenir, tu vas t'allier avec moi, donc voilà. Et là on a donc la confrontation entre Snoke et Rey avec une première révélation, c'est que Snoke leur dit mais en fait la connexion entre vous, c'est moi qui l'ai faite. Je suis le réalisateur de vos vies. Ça pose un problème, parce que pour faire ça, il faut qu'il sache où est Rey. Donc s'il sait où est Rey, il sait où est Luke. Donc quand il lui dit dis-moi où il est, bah gars, t'as trouvé. Donc pour moi là ça pose un vrai problème de narration, parce que pour les connecter il a besoin de savoir où sont les deux. Ça me semble évident. Et elle, on sait qu'elle est avec Luke. Kylo Ren le sait qu'elle est avec Luke. Donc normalement Snoke il l'a déjà trouvé. Oui, de manière terre à terre, je suis assez d'accord avec toi. Après, si tu pars sur le côté un peu spirituel et toutes ces choses-là, tu te dis bon, c'est possible parce qu'il manipule la force et pas les deux êtres qui sont en connexion. Bon, en tout cas, j'essaie de faire un peu l'avocat parce que là on le trash beaucoup, mais en même temps il mérite que ça, mais quand même. Et pour le coup, là, cette scène va être, c'est une des meilleures du film pour moi. Ça va me permettre de faire la transition vers les scènes qu'on a aimées, parce que je vais m'arrêter là pour la première partie. Ça fait 8 ans qu'on parle. Il y aura un deuxième épisode Non, mais donc il va finalement, donc il la torture un peu et il demande à Kylo Ren de l'achever avec son sabre. Donc il sort son sabre et en fait, il a lui le sabre de Luke qu'a récupéré Rey, qui est posé à côté de lui sur une chaise, et Kylo Ren va réussir à le faire pivoter et à ouvrir le sabre et donc tuer Snoke et le couper en deux, ce qui fait que Snoke aurait été le personnage le plus inutile de la saga, parce que on ne connaît rien de ce personnage, on sait toujours pas d'où il vient à ce stade-là, et dans le 9 on découvrira que c'est une espèce de clone nul, quoi. Ouais, c'est une marionnette. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, et ça va donner lieu par contre à une scène que je trouve incroyable. J'aimerais bien ton avis. C'est la scène de combat avec Luke et Rey qui se bat contre les gardes impériaux qui sont tous habillés. Kylo Ren et Rey. J'ai dit quoi ? Luke et Rey. Pardon, Kylo Ren et Rey qui se bat contre les gardes impériaux qui sont tous habillés en rouge dans une salle entièrement rouge. Et moi, je trouve cette séquence, elle est incroyable visuellement. Oui. Salut, c'est tous. tout pour moi. Non, elle est très très belle. Mais encore une fois, c'est difficile de clasher le film sur son seul point, sur son point le plus positif, tu vois. Après, effectivement, ça marche bien parce qu'en plus, il y a tous les rideaux rouges qui entourent cette salle vont brûler au fur et à mesure, découvrant l'espace et ce qui se passe avec la résistance, parce que on a passé. En fait, pour faire le résumé un peu détaillé, sans trop prendre du temps, mais c'est impossible. On aurait dû faire un truc. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout à ce niveau-là. Mais oui, non, la scène dont tu parles marche très très bien. Maintenant, moi, le truc qui me fait sortir de la scène, c'est le comportement de Rey.
Mais depuis quand les Jedi ils se battent en gueulant comme ça, sans déconner? Non mais je suis désolé, faut arrêter. On dirait qu'elle joue au tennis. Mais un oui, peu. non mais sérieusement, non, moi je suis désolé, la scène est belle, mais le combat et la chorégraphie est super stylée. Je trouve que c'est très stylisé sur plein de trucs, mais non, j'en pouvais, faut que j'arrête, j'en pouvais plus. Vraiment, ça m'a saoulé. Ah, moi, ça m'a pas gêné. Enfin, Oh j'ai là pas... là là, j'en pouvais plus, mec. Je te jure, je voyais Non, la non, scène, mais je j'étais en mode, mais c'est pas possible, mais tais-toi, bats-toi. Tais-toi. C'est marrant, ça m'a pas du tout. Même en le revoyant là, ça m'a pas du tout. Oh là, mais c'est peut-être moi, hein, mais là vraiment ça m'a saoulé. Je me permets juste un truc parce que là du coup on est en train de parler de nos scènes. On va parler un peu de nos scènes juste pour remettre un peu de contexte parce que mais en même temps il se passe tellement de choses. Il y a vraiment 3 gros arcs en fait. C'est un épisode bordélique. Voilà, il y a 3 gros arcs donc. Du coup, là, on a fini un peu l'arc Rey, donc qui rejoint la Résistance, enfin, qui rejoint l'endroit où est la Résistance. La Résistance, de son côté, eux, finalement, le plan de l'amiral machin, là, c'était de... Holdo. Ouais, celle-là. De l'amiral Holdo, c'était en fait d'évacuer... on a appris à ce moment-là qu'elle voulait évacuer transférer tout le fuel qui leur restait pour un saut en hyperespace dans les navettes pour s'échapper, dans laquelle tous les résistants s'échappaient, machin. Exactement. Toute la Résistance. De leur côté, Finn et Rose, eux se font emprisonner dans le casino sans réussir à trouver le mec parce que c'est le seul gars qui se balade avec une fleur sur son costard, donc c'était lui forcément qu'il fallait choper. D'ailleurs, il y a une scène très drôle quand il rencontre parce qu'il rencontre un mec en prison. Oui. Le mec en prison leur dit mais moi je peux hacker hein, aussi. Ouais. Et du coup, ils font non, pas du tout. Puis finalement, il arrive avec une carte cure-dent à sortir de la prison. Alors, il les a attendus pour sortir de la prison, visiblement. Et donc, du coup, ils vont avec lui. Finalement, il s'échappe en le laissant de son côté. Mais lui, il rencontre BB-8. Et du coup, il peut y aller avec lui. Et puis, ils vont après devoir se cacher dans voilà, les trucs et pour des se animaux, cacher. là, qui Voilà, sont mais pour esclaves. accéder au truc des animaux, donc ils passent par les égouts. Sauf que du coup, les gardes qui les cherchent en voyant les cellules ouvertes font mais où est-ce qu'ils sont? Bouclez toutes les issues. Et l'autre lui fait chef, à ses pieds, il y a la plaque ouverte. Voilà. Tu vas pas me dire qu'ils pouvaient pas l'avoir. Non, Bref, non. ça n'a aucun sens. Ils arrivent à s'échapper à dos de chevaux de course pas beaux. Et, C'est un beau résumé. Et ils sont récupérés par le fameux hacker qui était en prison avec eux. Ils arrivent à s'infiltrer sur le Destroyer au moment où Rey, elle, est menée dans Oui, l'ascenseur. Exactement. Eux, ils s'infiltrent via justement la salle où ils nettoient les costumes des gardes, des gardes du Nouvel Ordre. Donc du coup, ils peuvent se déguiser. Oui. On va y revenir, ça. Voilà, ils arrivent à la salle. L'autre arrive à ouvrir la salle. Au moment où ils rentrent dans la salle, ils se font choper. Finalement, le mec était un traître. Ça, je l'avais pas vu venir. Pas du tout. Pas du tout. Et oui, faut quand même parler de leur choix de faire confiance au premier venu, Non, mais clairement, qui était en prison avec eux. Non, mais on répète. Hein, Vraiment aucun sens. Cet arc ne sert à rien. Et donc, ils se retrouvent face au Chrome Leader, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Phasma, voilà. Qu'on avait vu dans l'épisode 7. Qu'on avait vu dans l'épisode 7. Et qui comme étant un peu la chef de Finn quand il était... c'était la chef de tous les clones, en fait. Voilà, et elle peut pas le blairer. Elle peut pas le blairer parce que c'est un comment on appelle un traître. Oui, un traître, voilà. Et d'ailleurs, elle l'appelle par son matricule. Oui, c'est assez marrant. ça c'est rigolo. D'ailleurs, c'est l'actrice qui joue Brienne dans Game of Thrones. Voilà, oui, absolument, tout à fait. Qui l'incarne. Et donc du coup, il se retrouve face à elle. Donc on sait que pendant ce temps-là, on l'a dit, Rey est en train de faire son face-à-face avec Snoke, machin. Et donc ils se retrouvent tous face à elle. On revient sur la Résistance. La Résistance va parce que pendant que tous les vaisseaux, toutes les navettes s'enfuient de la Résistance, l'amiral décide de rester dans le vaisseau parce qu'un capitaine meurt coule avec son navire. Et finalement, elle se rend compte que, surprise, l'énorme destroyer qui les suivait, qui fait 25 fois sa taille, a remarqué les petits vaisseaux qui s'enfuient. Donc il commence à les tuer, à les exploser. Du coup, elle se dit, c'est pas grave, je vais me retourner. Du coup, on croit qu'elle va fuir, mais en fait, et là, pour le coup, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que ça me permet d'amener une scène que je trouve, et une des scènes qui fonctionne le mieux encore aujourd'hui. Elle passe en hyperespace, alors sachant qu'elle avait... Le seul truc qui marche pas, c'est qu'elle était censée plus avoir de fuel pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Il dit, dans un moment dans le dialogue, il dit on a le carburant pour faire un saut. Bah oui. C'est le dernier. Bah oui, mais elle transfère tout ce. On nous dit juste avant aussi. Qu'elle transfère pour qu'il puisse partir, mais on imagine qu'elle fait un tout petit saut dans l'hyperespace. Elle a pas besoin d'aller loin en fait. Oui, ouais. Je pense que c'est ça qui justifie. Ok, t'as raison, mais c'est bien, on se fait chacun l'avocat du diable des trucs, y a pas de problème. Putain, j'ai défendu Ryan Johnson. C'est bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et donc elle fait un saut dans l'hyperespace contre le destroyer. Et ça, pour le coup, c'est qui donne un plan
super joli, il faut le dire, avec le Destroyer qui est coupé littéralement en deux dans un silence ultra pesant. C'est surtout ça, c'est la mise en scène est incroyable. Et la mise en scène fonctionne vraiment très très bien. Donc du coup, évidemment, dans le vaisseau, ça se passe au moment où Rey, et c'est pour ça que je voulais venir à ça, parce que du coup là, c'est là où tout se relie ensemble. C'est au moment où Rey, du coup, elle part en fait, elle se sépare de Kylo. Oui, parce qu'en fait, à la fin de leur combat où ils battent l'un à côté de l'autre, enfin ils sont ensemble pour le coup, lui il lui demande de la rejoindre, elle lui demande de le rejoindre, ils veulent pas. Et donc c'est symbolisé par le fait qu'ils essayent d'attraper le sabre de Luke avec la force qui est l'un en face de l'autre, et finalement le sabre se casse. Et à ce moment-là, il y a le saut en hyperespace, on sait pas comment elle s'en va. Ça ne nous est pas montré, ça ne nous est pas expliqué. Mais voilà, mais elle arrive à fuir à ce moment-là. C'est ça. Et on a une scène assez marrante, c'est que Hux arrive, constate que Snoke est mort, voit Kylo Ren par terre, sort, va pour sortir son blaster, l'autre se réveille, et l'autre en gros il pense qu'il est le chef, quoi. Et il se fait, pour la 73e fois du film, bully mais fois 1000, et il devient l'esclave de Kylo Ren, quoi. Il dit non, maintenant c'est moi qui décide. C'est moi le Supreme Leader. Exactement. Et comme ils sont smart, ils ont compris, comme il y a une petite planète pas loin, qu'ils allaient sur la petite planète pas loin. Oui, parce que c'est la seule planète dans le coin en même temps. Voilà. Donc allons sur la petite planète. Voilà. Et du coup, Finn et Rose, eux, donc, sont dans les ruines un peu du Destroyer, face à Phasma. Et donc là, il y a une confrontation entre Matricule Machin et Phasma, du coup. C'est un petit combat sympathique. C'est nul. C'est hyper décevant. C'est pas... en même temps... non, mais ça dure 2 secondes. Moi, c'est ça ma déception. J'aurais voulu... Oui, puis en plus, il se permet de faire une petite Marty McFly. C'est-à-dire que on croit que Finn tombe dans un gouffre, puis en fait, il remonte sur une plateforme. Automatiquement, machin. C'est exactement la scène de Retour vers le futur 2 quand il saute du building de casino de Biff, de l'hôtel casino. N'oublions pas quand même, dans l'épisode 7, Finn, il y a une scène où il se bat avec un sabre laser. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Et moi, je suis hyper déçu du coup qu'on n'ait pas profité d'un vrai combat, même s'il n'a pas de sabre. Oui, parce qu'en plus, c'est assez stylé comment il sort c'est ça. Et là, vraiment, ils se battent pendant 1 seconde et demie. Et finalement, il lui fait une Dark Vador en lui ouvrant la moitié de son casque. Là, du coup, on voit ses yeux bleus et elle fait oh là là, t'es vraiment voilà. Et puis en fait, elle tombe. Voilà. Voilà, très utile, déception. très. On ferme. C'est une des dernières portes qu'on ferme. Et donc là, on arrive dans le dernier acte. Voilà. Donc, est-ce que tu as une scène, toi, du coup, au-delà de la scène de combat moi, tu l'as dit, la scène de l'explosion avec la vitesse lumière, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est bien exécuté parce que le silence, moi, je me rappelle au cinéma, c'est vraiment frappant. C'était vraiment frappant. Il y a un effet de souffle en fait dans la vraiment. salle, et ça marche bien parce que tu t'y attends pas. C'est un truc là pour le coup, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Absolument. Qui se justifie bien parce que tu peux pas faire ça quand t'as quasiment pas de vaisseau. C'est vraiment un acte désespéré. Je trouve que ça tient la route, c'est cohérent. Et moi, j'aurais juste parlé d'une scène pour le coup que je trouve vraiment étrange. C'est quand justement ils rentrent sur le vaisseau, Rose et Finn, dans le truc pour se changer là. C'est le plan sur le fer à repasser. Tu sais, il y a un immense plan oui, bien sûr, où tu vois, en fait, on nous fait croire que c'est un vaisseau, mais enfin, moi je sais pas toi, mais à aucun moment moi je me suis dit que c'était un vaisseau. J'ai pas l'impression qu'on essaye de nous faire croire ça. Pour le coup. Totalement. La mise en scène qui est faite, on te fait croire que c'est un vaisseau qui atterrit. C'est clair. Et Rian Johnson, ça pour le coup, c'est largement partagé. Et du coup, moi je trouve que je comprends pas l'intérêt de cette scène. Et je me dis, tu vois, ce genre de truc, pourquoi faire ? Ça sert à rien. Et c'est pas très joli, et jamais de la vie un fer à repasser ça ressemble à un vaisseau Star Wars, si ce n'est que c'est triangulaire, quoi. Et du coup, cette scène-là, je trouve qu'elle résume assez bien l'approche qu'a eu Rian Johnson sur ce film. C'est vraiment, le gars a fait ce qu'il voulait, jusqu'à faire un gros plan dans une super production sur un fer à repasser, quoi. Je trouve ça assez dingue qu'on l'ait laissé faire ça. Après, la scène de oui, j'ai la scène devant les yeux, mais j'avais pas le souvenir. Mais à aucun moment, moi, je croyais que c'était une chaussure au début. Non, voilà, mais bon. Chaussure de Dragon Ball, mais une chaussure quand même. Après, moi, j'aime vraiment, je reviens 2 secondes dessus, mais la scène vraiment, la Corée Kylo Ren qui se bat avec Rey, je trouve que c'est vraiment bien parce que y a vraiment un choix couillu dans les couleurs. Faire des ennemis rouges sur du sol rouge, franchement, c'était un peu casse-gueule, et je trouve que ça rend hyper bien. Moi, je trouve que la Corée, elle est incroyable. Ça rend bien parce qu'en plus, le fond rouge disparaît au fur et à mesure. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment une scène qui est réussie. Et voilà, globalement, visuellement, je l'ai dit au départ, mais le film, il a des idées de fou. Et après, pour moi, la meilleure scène visuelle, elle est dans le dernier tiers, c'est quand il va y avoir l'attaque sur la base finale. Absolument. Avec le sel qui va disparaître pour laisser place à du rouge, ce qui évoque du coup
enfin pour moi, c'est-à-dire on passe de quelque chose d'immaculé à du sang. Oui, Et je c'est trouve un peu in your face, mais oui. bien c'est sûr. vraiment vraiment pas mal quoi. Et toi du coup Bah non, tu moi, l'as un peu moi je l'ai évoqué, dit, je te rejoins sur la scène de combat malgré les petits cris de Ray là, qui m'insupportent. Et puis sinon, non, pour moi, la scène la plus marquante, c'est vraiment la scène de l'hyperespace. C'est celle dont je me souviens le plus à chaque fois et que j'attends. Donc voilà. Après, est-ce que j'ai une scène préférée bah, en vrai, oui, le combat est bien. Le combat est bien. Ouais. Non, toute la partie casino sert à rien. Donc non, c'est pas mon truc préféré. clairement. Tout ce qui se passe avec Luke, ça sert à rien. En fait, c'est difficile d'avoir une scène préférée parce qu'il y a tellement peu de scènes marquantes, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on se fait quand même vachement chier tout le long, d'une certaine manière. Ouais, Parce que on parle quand même d'une course-poursuite. Tu vas pas me dire que. Enfin, je veux bien non, mais c'est... leur foutre la pression avec leur tirer dessus sur le bouclier pendant 10 ans, mais à un moment donné, Non, puis surtout, les mecs, tu vas pas me dire qu'ils pouvaient pas renvoyer des gens, pas- tout simplement. mais c'est ça, Ils ont plus de vaisseaux, les mecs. ils le font au départ. Bah oui. Ils vont attaquer. Pourquoi Pourquoi ils le ils font envoient pas pas Je sais pas. Ça a aucun sens. J'ai du mal à Et comprendre. j'arrive pas à croire que même avec le poids ou tout ce que tu veux, ils arrivent pas avec Non, le mais peu bien sûr. à les rattraper. Évidemment. Pendant 18 Non, heures, mais je le rappelle. Ça n'a pas de sens. Allez, on va essayer d'en finir avec cet épisode 8. Donc, Cet épisode 20 de TTVQ. donc finalement, la résistance arrive sur une ancienne base rebelle dans laquelle il y a grosso modo pas grand-chose. Et ça ressort d'ailleurs des trucs qu'on voyait dans la première trilogie. Ils essayent de s'organiser, mais ils sont vraiment plus beaucoup. Et Kylo Ren et sa flotte arrivent devant. Donc il faut imaginer qu'ils ont une base qui est dans une espèce dans une montagne, quoi, grosso modo, avec une immense porte. Et on nous fait bien comprendre que c'est le seul moyen d'entrer, et eux ils viennent avec des AT-AT, un espèce d'énorme canon là qui est censé laserifier tout ça et ouvrir la porte. Les AT-AT d'ailleurs, je trouve ils sont un peu remaniés, j'aime bien. C'est plutôt sympa. En face, on voit qu'ils ils ont quand même eu le temps de creuser une tranchée devant l'entrée. Petit fun fact d'ailleurs, dans cette tranchée, on voit plusieurs rebelles, dont Gareth Edwards qui fait un caméo dans cette scène, et on était content de le voir. C'était comme Daniel Craig qui avait fait un caméo dans le set en tant qu'un des troopers. Voilà, sauf qu'on le voit pas. Daniel Craig. Là, on Daniel le Craig, voit, on c'est le vrai, reconnaît, Gareth Edwards. Et à ce moment-là, il était déjà en train de travailler sur Rogue One. Même le Rogue One était même non, il n'était pas sorti encore. Donc Non. on amorce ce passage-là, sauf que la résistance, du coup, ils se disent on va se battre avec les petits vaisseaux qu'on a sur place, mais là, ils ont vraiment des vaisseaux Qui tombent en pourris. ruine. Mais je trouve que c'est une séquence qui marche bien, et je l'ai dit tout à l'heure parce que visuellement, il y a cet effet de, du coup, les vaisseaux avancent sur le c'est du sel. On nous explique que c'est du sel. Oui, et c'est du coup, une ça fait des ancienne planète traces de sel, rouges en dessous. une ancienne mine de sel aussi. Exactement. Bah, c'est marrant parce qu'à chaque fois on dit, et je trouve que cette séquence marche bien, mais parce que c'est visuel. Oui, mais c'est ça, c'est le dingue. visuel qui fonctionne. Donc ils vont essayer de se battre, mais très vite ils vont comprendre que ça va être compliqué, quoi. Heureusement, le Faucon Millennium arrive, parce que faut bien que Rey arrive à un moment donné avec Chewbacca. Elle arrive un peu à éliminer les quelques TIE Fighters qui sont dans le coin et à redonner un peu d'espoir, mais clairement, Poe finit par dire les gars, on abandonne, là on va crever. Enfin, je veux dire, l'autre il est en train d'allumer son canon, on va tous mourir. Et Finn, lui, se dit non, moi j'abandonne pas, ça fait 2 films que je sers à rien, donc je vais aller Je jusqu'au vais me bout. sacrifier, laissez-moi. Et là, vraiment, il a un truc. En plus, là aussi, en termes de mise en scène, c'est bien fait. Il y a le travail sur la colo, sur le fait qu'il arrive dans un truc, on sent que. Ouais, puis la fatalité qui arrive, c'est ça. tu sens, pour le coup, là, il a une tête différente, quoi. Oui, il se pose plus de questions. Là, il se dit, c'est maintenant. ça, c'est maintenant. Il faut que je fasse ça pour c'est sauver ça la que je dois résistance. Et malheureusement. Et l'autre, elle vient tout gâcher, là, cette espèce d'imbécile. Vient le percuter et le sauver et va lui dire la réplique la plus stupide. La plus nulle du monde. Surtout de cet univers. Elle et va encore lui plus dire, de cet univers. on ne gagne pas en détruisant nos ennemis, mais en sauvant les gens qu'on aime. En détruisant ceux qu'on est, mais en sauvant ceux que l'on aime. Mais en fait, non. Enfin, là, Comment clairement, et elle l'embrasse. Et elle l'embrasse. Oui, elle l'embrasse alors qu'il a rien demandé. Donc, il a pas l'air très content, on va pas se mentir. Il a pas une réaction fou amoureux. Il est un peu en mode tiens. Puis rappelons-nous quand même que dans le set, on nous tease quand même il est quand même amoureux de Rey, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est assez visible. Donc du coup, lui, son arc s'arrête là. Elle fait en plus un malaise derrière. D'en reparler. Et il doit la ramener dans la base. Finalement, donc ils arrivent à, comment dirais-je, à tous dans la base en se disant là, on va crever. Et là, enfin, après 2 films à attendre, Luke Skywalker arrive, tout de noir vêtu, et il va revoir Leia pour la première fois. C'est la première scène ensemble depuis fort longtemps, dans l'univers Star Wars en tout cas. Et en fait, il se dit je vais aller
je vais y aller moi. Il lui rend les dés Et- du Faucon Millenium. Il lui donne ça aussi, il a une obsession pour les dés du Faucon Millenium, on sait pas trop pourquoi, mais why not. Je me souviens plus, c'est peut-être un rapport avec la trilogie originale, mais je me rappelle on pas. les voit quasiment pas dans la trilogie Je originale. me mais souviens pas. C'était un moyen pour Disney de faire un lien avec le film Solo dans lequel on insiste beaucoup sur ces dés. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'était Ouais. surtout ça l'idée, quoi. Qui était mauvais celui-là aussi. Ah oui, c'est pas faux. Et donc du coup, il va sortir Luke, et là, notre ami Kylo Ren se dit, oh là là, mettez toute votre puissance de feu. Il se bourrine, et là, Luke n'a rien, et il fait un petit. Vous le voyez pas, mais je le mime très bien. Un petit, je sais pas comment dire, il s'épouste l'épaule, et donc ça rend fou notre ami Kylo Ren qui descend. Il lui en faut peu pour être fou quand même à lui. Hein. Ouais, il est très vénère et il descend, et là, enfin, on va avoir, parce qu'on n'a toujours pas eu de combat de sabre contre sabre dans ce film, et là tu dis ça y est, on va l'avoir. Eh bien non, parce que Ryan Johnson ne nous aime pas. Non, voilà, et il va. Luke va esquiver, va faire Matrix, va esquiver tous les coups, il n'y a aucun sabre qui se tape. Et oui, parce qu'en fait, on découvre que Luke, il est pas là. C'était une projection C'est de la une force. projection de force, parce que définitivement, la mise à jour de Skype a été performante dans ce film. C'est ahurissant d'avoir fait ça. Et du coup, Vraiment. là aussi, tu vois, t'as un truc de... C'est tellement décevant. Enfin, je veux dire... c'est pas ça qu'on veut. Enfin, tu peux pas à ce point refuser aux gens ce qu'ils attendent d'un Star Wars. Dans tous les Star Wars, il y a un combat, il y a un duel au sabre laser. Bien sûr. C'est le truc emblématique de Star Wars. Le refuser à ce point-là. Et juste, je répète, tu pourrais ne pas le faire parce que ton histoire le justifie. Mais lui, on sait très bien qu'il l'a pas fait parce qu'il voulait pas le faire. Juste pour emmerder les gens. Juste pour dire, moi j'ai fait un Star Wars, il n'y a pas de combat de sabre laser. Mais quel Et enfer, en plus, quoi. en plus, il te fait un build-up sur la culpabilité et comment il se sent coupable, Luke, par Mais rapport à bien Kylo. sûr. C'est son neveu. Mais bien sûr. C'était le moment. Non. Non, mais voilà. Et donc, finalement, pendant ce temps-là, nos résistants comprennent que c'est le moment de s'enfuir. Alors, ils vont se servir de petits chiens en cristaux. Alors, ça, c'est une référence à Star Wars Rebels. Pour le coup, la série, il y a des épisodes dans lesquels on voit ces personnages-là. Merci pour Et l'anecdote. ils ont récupéré ça, parce que Disney porte encore pas mal cette série. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on parlait du fait qu'ils ont parfois supprimé du canon des choses. Ça, ils l'ont utilisé. Et ils vont se retrouver devant un mur éboulé, mais heureusement, Rey, qui les a retrouvés par l'opération du Saint-Esprit, lève la main droite, et l'intégralité des roches se soulève, ce qui permet à ses copains de sortir, et tout le monde est content. Pendant et, qu'en parallèle, Luke s'effondre sur sa planète. Exactement. Et on voit Luke qui est sur Acto, et il finit par épuiser, par s'effondrer, clairement. Et après, il se relève péniblement, et là, il voit qu'il y a le soleil est en train de se coucher, donc il se met devant. Et Luke va mourir, vaporisé, comme tous les Jedi. C'est un concept chez eux. Et on va en parallèle voir que Rey et Leia le ressentent. Quelle indignité. Non mais voilà. Et ça se termine donc par Rey et Leia qui sont dans le Faucon et qui sont avec tout le monde, quoi. Et en gros, ils s'en vont. Et tu te dis, ok, donc il n'y a pas de plan de célébration. Ça aussi, c'est une entité dans tous les films Star Wars. Tous les films Star Wars finissent par une célébration. Tous, sans exception. Il y a toujours une célébration dans les Star Wars. Sauf... Le 3, non ? Ah si. À la fin, si. Il y a une... Ah non, le 3, t'as raison. C'est peut-être le seul où il n'y en a pas. Mais le 4, il y a. Le 5... Le 4, le 5, il y a. Le 6, il y a. Le 6 aussi. Mais grosso modo, encore une fois... Oui, mais ça fait partie des codes de la saga, je suis d'accord. Exactement. Et donc, il va nous faire... Là, ça finit, ils sont pas heureux, quoi. Voilà. Et il va nous faire un dernier plan qui va mettre en scène les enfants qu'on a vus sur Canto Bight, qui nous racontent la légende du combat de Luke Skywalker qui a eu lieu à peu près 2 heures avant. Donc comment ils ont eu l'info, on ne sait pas. Ils ont eu des belles figurines en plus. Non mais surtout un combat légendaire. Oui, personne s'est tapé, quoi. Enfin, personne s'est dit que c'était un combat légendaire. Non mais clairement. Et le gamin, il sort à l'extérieur et on voit qu'il a la force puisqu'il attire son balai devant lui et il voit passer dans le ciel une étoile filante qu'on suppose être le Faucon Millenium, et il va montrer à la caméra sa magnifique bague de la Résistance que lui a donnée Rose un peu plus tôt, et le film se termine là-dessus et on se dit waouh, tout ça pour ça, quoi. Putain, mais c'est dingue parce que quand on s'est dit qu'on allait faire Star Wars, je me suis dit que ça pourrait être cool parce que c'est un film que j'ai quand même beaucoup aimé quand même, tu vois. Moi j'étais resté sur ça. Pour moi, t'avais et là le revoir, mais il m'a énervé. Mais c'est fou, il m'a énervé. Alors que vraiment, c'est un film que j'ai défendu longtemps. Et là, quand je l'ai revu, ça m'a vraiment tout énervé. Rose m'a énervé.
quand elle empêche Finn de se sacrifier, mais putain, j'étais énervé. Ouais, Premier degré, j'étais en mode, mais c'est pas possible, reste dans ton coin. Ouais, mais totalement. Personne ne t'aime. Non, et puis voilà. Et puis en plus, pareil, ça c'est un des trucs qui dans Star Wars 9 sera balayé. Oui. Parce que son amour pour Finn, on n'en entend plus parler. Mais le personnage de Rose, globalement, va quasiment. Dans le 9, il est quasiment invisible. On la voit quasiment pas. Elle a très 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 peu de scènes dans le 9. Bah, elle est là dans la célébration de fin, je crois, c'est tout. Ouais, mais je veux dire, elle influe pas du tout. Et le personnage de Finn, du coup, aussi, perd vraiment de sa substance. Quand même se rappeler qui est Finn. Finn, c'est le premier personnage qui est un traître chez les méchants, quoi. On n'avait jamais eu ça encore dans les films. Et ils en font rien. Je veux dire, on aurait pu faire un truc sur l'endoctrinement des troopers, comment il est sorti, qu'est-ce qui a fait qu'il a fini par en faire un agent double. Mais c'est ça, ou faire, je sais pas, un personnage qui a, pour le coup, lui, il a une vraie motivation à être contre le nouvel ordre. Et en fait, on n'en fait rien. Et dans le 9, c'est pareil, on n'en fera rien parce qu'on n'aura pas le temps. De toute façon, dans le 9, il faut aller très vite à la fin. Donc voilà, Voilà comment se termine ce film. Tu n'as rien à ajouter, mon cher Bastien? Non, mais non, vraiment, je te jure, je pensais pas être aussi énervé en le faisant l'épisode. Vraiment, ça m'a saoulé. Désolé, Américain. Je sais que tu sais que je t'ai toujours soutenu et je faisais partie des fondations de notre petite défense de Star Wars 8, mais là non. Le revoir, ça m'a rendu ouf, hein, vraiment. Non, mais clairement, il va plus jamais nous parler. Bon, déjà, il me parlera plus jamais puisque je l'ai pas invité pour cet épisode. Bon, en tout cas, c'était un épisode un peu à l'ancienne. On a fait 1h30, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode aussi long, mais oui, c'est vrai. Star Wars, c'est un cas particulier. On n'avait jamais traité de Star Wars et le 8 est vraiment un film particulier. Je pense que si on avait fait le 7, l'épisode aurait été plus simple à gérer. Toujours est-il que on espère que ça vous a plu quand même, que vous êtes bien marrés avec nous. Dites-nous si vous avez aimé Star Wars 8. En vrai, moi je serais curieux de voir c'est quoi l'avis des gens aujourd'hui. Ouais. Parce que tu vois, je pensais vraiment pas que tu avais changé d'avis. Moi j'étais sûr que tu allais adorer. Enfin, que tu avais autant aimé que la première fois, et donc on allait vraiment être confrontés. Donc je suis content de voir que tu es revenu à la raison. Mais ça m'énerve d'avoir changé d'avis aussi. Mais voilà, dites-nous si ça vous a plu. Moi je serais curieux de lire ça, parce que je me rends pas compte comment est-ce que ce film est perçu aujourd'hui, quasiment 10 ans après. Mais voilà, en tout cas on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci Bastien. Merci Guillaume, merci d'avoir choisi ce film. Avec grand plaisir. Et à la semaine prochaine. Allez, salut. À bientôt, ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Le putain. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.